Salut les Wargamers, c'est Evie de French Frame Show, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Moyashi, deux sélections en équipe de France et en ligne pour être justement en équipe de France cette année qui vient nous présenter le nouveau codex d'Eto. On a maintenant 8 codex qui sont sortis pour cette 10e édition. On voit un petit peu maintenant où Game Workshop veut nous emmener. Il y a eu parfois des échecs, parfois des réussites, des choses un petit peu trop fortes, mais Game Workshop rééquilibre toujours. Le codex TO, il est connu pour ne jouer que sur une seule phase, c'est-à-dire la phase de tir. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de scorer? Il est capable de détruire ce qu'il va cibler? Comment est-ce qu'il va tanker aussi justement cette méta? Bref, qu'est-ce que t'attendais et qu'est-ce que t'as eu avec ce nouveau livre? je suis vraiment super hype par le codex. À la première lecture, il était incroyable. À la deuxième lecture, il est encore mieux. L'équilibrage interne, peut-être un des meilleurs que Games ait jamais fait jusque maintenant. J'ai déjà commencé à le tester. À chaque game, on apprend à découvrir des nouvelles unités, on découvre des nouvelles synergies, on s'éclate sur la table de jeu. Toutes les unités sont extraordinaires, on a envie de toutes les tester, que du bonheur. C'est génial, tu as utilisé le terme équilibrage interne. Quand on veut justement juger un livre, on regarde l'équilibrage interne, c'est-à-dire la capacité soit au niveau des détachements, soit au niveau de l'écriture, des fiches d'unités, pour qu'on ait tout le temps envie de les jouer ou en tout cas de les tester dans des optiques un petit peu différentes. Quid de l'équilibrage aussi versus le reste du monde, c'est-à-dire versus les autres armées, puisqu'on est quand même sur un codex qui a créé quelques frustrations par le passé sur le fait que c'est très difficile à équilibrer, un codex qui ne joue que sur une seule phase. Je pense qu'il est plutôt bon. Je vais pas mentir, c'est probablement un des meilleurs codex du jeu à l'heure actuelle, mais le côté frustration est plutôt bien géré. En partie amicale, bien sûr, pensez à mettre des décors sur vos tables. Voilà, ça va être l'aspect sur lequel le TO a peut-être un petit problème, a toujours eu un petit problème, mais c'est quelque chose qui se corrige très facilement. Voilà, mettez des décors sur les objectifs et il n'y aura aucun souci. Yes, c'est intéressant ce que tu dis, on rappelle aussi que dans cette 10e édition, c'est la première fois que Game Workshop s'est positionné avec des layouts, c'est-à-dire des patrons de table. On a bien évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde compétitif, ce qu'on appelle le WTC pour World Team Championship, donc les championnats du monde en équipe, qui proposent des patrons de table sur lesquels on a en général 12 éléments de terrain, là où dans le format de Game Workshop, ils en recommandent à minima 8. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est une armée qui va pas du tout être permissive aux tables un petit peu maison avec des livres ou des paquets de Pringles pour faire une colline. Là, il va vraiment falloir jouer avec la géométrie et ça va se équilibré justement par le nombre de décors sur table. Et avant de rentrer justement dans les règles, qu'est-ce que tu as pensé aussi justement de cette gestion de Game Workshop sur ce fameux jeu monophase? C'est pas si monophase que ça. En TO, on a du corps à corps. Alors, c'est plutôt pour gratter la peinture. Parce que j'ai c'est des coups de patoune. Exactement. Souvent, c'est pour gratter la peinture. C'est pour finir une figurine. Il y a un petit garde impérial qui reste vivant tout seul. Bon, une Riptide, elle devrait pouvoir s'en charger. On a beaucoup de véhicules. Donc le stratagème Tank Shock, on va énormément l'utiliser. Et tout simplement, des fois, ça va être pour gêner l'adversaire. Tuer un Devilfish au corps à corps, tout le monde n'en est pas capable, ça peut faire gagner du temps, et donc des fois charger c'est une bonne chose, même si c'est pas tout le temps une question de létalité. Pour maintenant vous présenter un petit peu les règles d'armée, on va vous parler de la règle pour le bien suprême. On rappelle qu'il y a deux strates au niveau des règles. Les règles d'armée, si vous choisissez la faction TO, alors toutes les personnes qui ont justement cette aptitude pourront bénéficier de ces règles-là. Ça va s'appliquer en général à tout le monde, sauf les croûtes. En gros, au moment où vous allez prendre pour cible une unité, vous allez pouvoir faire marcher vos unités par paire. On a une unité qui va être l'unité observatrice, qui va donc pointer du doigt une unité, et l'unité qui va vouloir lui tirer dessus sera l'unité qu'on va appeler guidée. Attention, une unité guidée ne peut pas l'être si elle est ébranlée ou si c'est une fortification ou qu'elle-même a été observatrice. L'unité ennemie, elle, va être appelée l'unité pointée, et donc l'unité qui va lui tirer dessus guidée va pouvoir avoir +1 la capacité de tir, et si l'unité qui la ciblait avait le mot-clé désignateur laser, en plus de ça, on va ignorer le couvert. Alors déjà, ce qui est bien avec cette habilité, c'est que c'est cumulable avec d'autres bonus, parce que, chose assez rare dans Warhammer 40 000 pour l'instant, ça améliore la capacité de tir. Donc tous les autres bonus pour toucher vont pouvoir venir s'ajouter à cette règle et rendre le tir TO vraiment très fiable. Autre chose super intéressante, c'est ça fait du Codex TO un monstre de synergie. Il y a vraiment une énorme récompense pour le fait de réussir à faire fonctionner ces unités en concert, surtout qu'on verra sur les datasheets des unités un peu plus tard que il y a certaines unités qui vont avoir des bonus quand elles sont guidées, d'autres quand elles sont observatrices. Et quand on arrive à le faire fonctionner, c'est vraiment gratifiant. Autre particularité du Codex TO, alors c'est beaucoup plus facile maintenant que finalement on les paye pas en points, ou en tout cas aujourd'hui quand on décide de jouer une unité, on paye uniquement un montant en points et on peut mettre les options qu'on veut dedans, dépendamment des configurations. Là en tout cas, on va pouvoir encadrer les unités de drones. Exactement, chaque unité peut prendre un certain nombre de petites soucoupes volantes qui va l'aider dans sa tâche, soit être plus résistante, soit apporter certaines options de jeu, soit même parfois être plus létale. On a par exemple le drone gardien qui est unique aux équipes de brècheurs, qui leur donne -1 pour être blessé contre les attaques de tir, ce qui fait qu'on a endu 3, on a une sauvegarde à 4,
mais facilement améliorable par le couvert. Et ce petit -1 pour blesser, tu peux pas juste tirer dessus au fusil laser et les tuer. Les éblouir. Ensuite, on va avoir le drone armé qui nativement donne assaut et jumelé, par exemple. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ça permet à toutes vos unités qui y ont accès de faire des actions après avoir avancé, si jamais elles n'avaient pas déjà des armes d'assaut, et ça rajoute un petit surplus de létalité auquel on dit jamais non. D'accord. Ensuite, on va avoir le drone de marquage. Alors, le drone de marquage, ça c'est pour toutes nos unités qui n'ont pas la chance d'avoir des armes d'assaut, qui sont assez rares dans le codex, et ça va nous permettre de faire office d'observateur, même si on a avancé à ce tour-ci. Très très pratique comme outil. Yes, puisque je rappelle, quand vous êtes observatrice, il faut être éligible pour tirer. Et donc le fait d'avoir des armes d'assaut, ça vous permet de le faire. Ensuite, on va avoir le drone lance-missile. Exclusif au broadside et au riptide, ça leur rajoute des dégâts, et spoiler, elles sont là pour ça. On prend. Et on va terminer avec le drone bouclier. Alors lui, il permet d'ajouter à la caractéristique de point de vie d'une unité. Dès qu'on peut le sélectionner, on va avoir tendance à le faire. Une exo-armure qui a plus d'un point de vie, un sergent d'unité qui a plus d'un point de vie, c'est toujours une bonne chose. On va maintenant passer au niveau des détachements. On garde bien évidemment en tête que pour le bien suprême va s'appliquer quel que soit justement celui-ci. On va commencer par celui qui était présent au niveau de l'index. Il a un petit peu changé. Là, en tout cas, vous allez découvrir 4 détachements. Ils ont tous les 4 une ADN, tous les 4 un équilibrage. Franchement, c'est vraiment sympa. On redécouvre donc celui de l'index qui est celui du Koyon, avec la règle de détachement chasseur patient. En gros, à partir du 3e round de bataille, donc pour les rounds 3, 4 et 5, vous allez avoir la règle touche soutenue 1, et si jamais vous étiez guidé, c'est-à-dire que si jamais vous tirez sur une unité qui avait été pointée, alors vous allez passer touche soutenue 2. Très 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 bon détachement, parce que si tant est qu'on a réussi à survivre jusqu'au T3, la moindre petite unité avec ses petits fusils à impulsion peut devenir une vraie machine de mort. Faut réussir à le mettre en place, c'est pas évident, d'autant plus que l'adversaire va avoir tendance à avancer très très vite vers nous parce qu'il a pas envie qu'on reste en vie jusqu'au T3. C'est intéressant ce que tu dis, ça permet aussi de comprendre un peu comment on est censé contrer un taux. Quand vous voyez qu'il joue justement Koyon, ça veut dire qu'il va falloir le suragresser. Et c'est vraiment très violent. On disait qu'une petite unité peut devenir une vraie machine de mort. Je vous laisse imaginer ce que ça donne avec une unité qui est faite pour faire des dégâts à la base. Et pas là pour servir des repas chauds, par exemple. Non, pas du tout. On va maintenant passer au niveau des optimisations. Ici, comme dans tous les détachements du jeu, elles sont au nombre de 4. On rappelle que vous devez devoir les payer en coût en points et que vous êtes limité à 3 par armée. On va commencer ici par Parangon du Koyon. Il vaut 20 points. Il peut être mis sur n'importe quelle figurine Empire taux à l'exclusion des mentors croûtes, mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas limité par une exo-armure ou n'importe quoi, et ça va permettre par rapport justement à la règle du Koyon chasseur patient de considérer le numéro du tour comme un tour supplémentaire. Sous-entendu, vous serez touche soutenue 1 ou 2 si vous êtes guidé à partir du 2e round de bataille. On peut bénéficier de notre règle de détachement un tour plus tôt. Oui, toujours. Taux, TOT. Tôt, TOT. C'est la vraie fois, je me retire depuis tout à l'heure. Cette optimisation, c'est jamais une mauvaise idée, que ce soit sur un sabre de feu, que ce soit sur un commandeur Colstar. Ça nous permet de bénéficier de nos règles de détachement un tour plus tôt. Franchement, c'est un grand oui, ce sera toujours bien, ce sera toujours fort et ce sera toujours sympa à jouer. D'accord. Pas forcément à prendre. Ensuite, on va voir la précision du chasseur patient. Elle vaut 15 points. Figurine Empire taux seulement. Là, par contre, ça va buffer uniquement le porteur qui va avoir plus 1 pour toucher. Et à partir du 3e round de bataille, il va aussi pouvoir avoir plus 1 pour blesser. Ça permet de nous jouer un petit commandeur taux en mode Rambo, tout seul, avec ses armes, et le rendre assez létal. C'est sympa. Ensuite, pour 30 points, on va avoir l'unité de projection holographique solide, Figurinto seulement. En gros, tout simplement, une fois que les 2 joueurs ont terminé de se déployer, mais avant de savoir qu'ils commencent, c'est donc un redéploiement du pauvre. Qu'est-ce que t'en penses? En taux, on va avoir tendance à avoir beaucoup d'unités, même assez souvent plus que l'adversaire. Ça permet d'avoir nos unités clés en face des menaces qu'elles doivent gérer. Rarement une mauvaise chose. Même si on ne sait pas qui commence. Même si on ne sait pas qui commence, c'est assez permissif, ça permet de se déployer un petit peu au feeling et de venir corriger ça après. Yes, 30 points, pas trop cher. Si, un peu, mais s'il nous reste des points à dépenser, encore une fois, ce sera rarement un mauvais choix. On en fera toujours quelque chose d'utile. Ok. Et on va terminer par la dévastation, par l'harmonie, relique, iconique, en tout cas historique du codex Tau. Elle vaut 25 points, on peut la mettre sur n'importe quelle figurine Tau à l'exclusion des mentors croûtes. Et ici, tant que le porteur mène une unité,
C'est-à-dire que si on tue ses bodyguards, alors il va plus pouvoir bénéficier de cette règle. En tout cas, quand cette unité va pouvoir justement être observatrice, alors l'unité guidée aura la règle touche fatale. Un petit surplus de létalité, s'il reste 25 points, on prend. On a fait le tour ici de la règle du détachement et des 4 améliorations. Pour toi, il n'y en a vraiment qu'une qui est auto-include, c'est celle qui permet de considérer le round comme étant un tour plus tôt par rapport à cette fameuse règle de critique. Oui, l'adversaire va avoir tendance à nous étouffer, à vouloir nous tuer le plus vite possible, nous empêcher de jouer le plus vite possible. Celle-là, elle nous permet de commencer à faire des dégâts de manière significative avec une unité clé un tour plus tôt. Oui, on la veut tous les jours. Les 3 autres sont un peu plus optionnelles. Elles permettent des options sympas, mais elles sont pas structurantes. On va maintenant passer aux différents stratagèmes. Ils sont au nombre de 6 comme dans tous les détachements du jeu. Mais là, il faut quand même noter que vous en avez 4 qui sont de type bataille. C'est-à-dire, alors, il n'y a qu'une seule itération au niveau de ce livre d'armée qui est Farsight pour pouvoir utiliser un stratagème à 0 point de commandement, même si celui-ci a déjà été utilisé à la même phase. Mais c'est quand même plutôt appréciable. Attention néanmoins en termes justement de réaction de son adversaire. Si celui-ci a des vectes dans sa liste, c'est-à-dire qu'il a des mécanismes de jeu qui dit, écoute, ce stratagème, ok pour maintenant, mais jusqu'à la fin de la partie, c'est plus un point de co, là, vous en avez 4 sur 6 quand même qui potentiellement peuvent monter à 2 PC. À voir comment ça évolue, puisque Game Workshop est en train un petit peu de changer justement ces mécanismes de 0 PC, ce qui est plutôt cool. En tout cas, on commence par un piège tentant, celui-ci est de bataille, il vaut 1 PC, il va s'utiliser à sa phase de tir. Attention, on ne peut pas l'utiliser sur les premiers et deuxièmes rounds du jeu. Là, c'est très simple, à la phase de tir, une unité qui est éligible pour tirer va pouvoir choisir un pion objectif qui ne doit pas être dans la zone de déploiement adverse, et l'unité qui est ciblée par ce stratagème aura alors un bonus de +1 pour blesser. J'en pense que c'est un très bon stratagème. En taux, on n'aime pas exposer plusieurs ressources à la fois. Là, ça nous permet d'être sûr de tuer une unité qui est sur un objectif. On a beaucoup de relances pour blesser en taux, pour quelque part un peu abuser de ce stratagème, vraiment fiabiliser notre létalité. On va souvent l'utiliser, c'est vraiment un très bon stratagème. Ensuite, on va avoir embuscade à bout portant, il vaut aussi 1 PC. Il est aussi de bataille, il ne peut pas s'utiliser au premier et au deuxième round de bataille. Et ici, à partir du moment où vous êtes à moins de 9 pouces de la cible, alors vous allez avoir +1 à la pénétration d'armure. En taux, petit défaut, on va avoir tendance à manquer de pénétration d'armure sur nos unités qui sont faites pour faire du dégât. Ce stratagème permet d'y pallier. Très bon investissement. Yes. Ensuite, on va continuer avec le engagement coordonné. Celui-ci, il vaut 1 PC, plus de restrictions, tour 1, 2, on s'en fiche, là, vous pouvez le faire quand vous voulez. Tout simplement, une unité qui, elle, va être observatrice, va bénéficier, en fait, justement, de son observation. Et donc, ça va permettre de, justement, marcher par paire, là, en l'occurrence. Exactement. En taux, on a beaucoup d'unités dont on va se servir pour désigner les cibles adverses, qui sont aussi très efficaces en termes de létalité. Par exemple, le Skyray, ça va leur permettre de bénéficier des bonus qu'ils donnent, ce qui est souvent une très très bonne chose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est super intéressant aussi de se dire qu'en late game, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, quand tu n'as plus beaucoup de ressources, c'est très bien de se dire que finalement les 2 unités que tu exposes, les 2 unités vont vraiment être très létales, et ça c'est assez cool. Ensuite, on va avoir l'embarquement de combat. Ça va coûter 1 PC, ça va s'utiliser à la phase de charge adverse. À partir du moment où on a une unité qui est éligible pour entrer dans un transport et à 3 pouces de celui-ci, alors au moment où l'adversaire déclasse sa charge, hop, on peut réembarquer. Une des meilleures unités du codex et les plus fun à jouer, c'est les équipes de brècheurs et les équipes de ciblage. Ça va leur permettre de les protéger du corps à corps où c'est pas vraiment des spécialistes, notamment en termes de résistance. Donc c'est un très très bon outil. Par exemple, petit compo, votre Devilfish est derrière un mur, vous débarquez de l'autre côté avec votre équipe de brècheurs. L'adversaire n'a pas forcément les ressources pour les gérer au tir, il veut envoyer une unité de corps à corps. Le Devilfish est protégé de toute forme de menace. Nos brècheurs vont pouvoir jouer un tour de plus. Et on rappelle en plus que potentiellement ils ont -1 pour être blessés avec le bon drone et tout. Donc oui, en général, on aime bien les titiller un petit peu au close, ceux-là. Complètement. Ensuite, toujours si jamais on veut aller les titiller au corps à corps, on va pouvoir avoir la grenade à photon. Celui-ci s'utilise aussi à la phase de charge adverse. En gros, ce stratagème va s'appliquer à l'unité qui va être ciblée par la charge. L'adversaire va devoir faire un test d'ébranlement, donc un test de commandement, qui soit réussi ou non, il va avoir -2 à sa charge. Derrière, petite précision, on ne peut pas le faire si on est déjà engagé au corps à corps au moment de la déclaration de la charge. Un nouvel outil pour que nos équipes de brècheurs survivent un peu plus longtemps. Là, mettons que le Devilfish n'a pas réussi à survivre, rembarquer n'est pas une option, on peut quand même essayer de faire rater sa charge à l'adversaire. Et, petit point bonus, ce test d'ébranlement, même si l'adversaire réussit sa charge, sa capacité de contrôle d'objectif va passer à 0. Et donc, s'il avait prévu de récupérer l'objectif pour faire du secondaire, pour nous empêcher de marquer des points, ça va rater, même si notre unité est morte. Attention, vous devez quand même néanmoins avoir le mot-clé grenade empire taux. Aujourd'hui, qui l'a au sein de ce livre? Ça va essentiellement concerner l'infanterie.
Et on va terminer, pareil, avec un mot qui résonne dans les anciens joueurs Tau, c'est le mur de miroir. Ça va pouvoir s'appliquer aux unités Stealth, Ghostkill et commandante Shadowsun. Ça va se utiliser à la fin de la phase de combat adverse. Et si on n'est pas à portée d'engagement, on va tout simplement être replacé en réserve stratégique. Warhammer 40 000, c'est un jeu où on veut marquer des points. Pour marquer des points, souvent, il faut être mobile sur la carte. Ça nous donne un surplus de mobilité. C'est toujours une option qui est très agréable à avoir sous le coude. Comme exemple d'utilisation, on a par exemple nos exo-armures Stealth, qui sont un des outils essentiels pour les combos liés à la désignation, qu'on pourra toujours replacer au bon endroit pour prendre la bonne ligne de vue et aider la bonne unité. Et dans un jeu d'échange, ça nous permet de toujours prendre l'initiative, c'est vraiment une bonne chose. On a fait le tour ici donc du détachement Koyon. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le plus facile? Est-ce qu'ils ont eu raison de le mettre en index et de le migrer? On voit qu'il y a quand même des stratagèmes qui ont disparu parce qu'ils vont être mis dans d'autres ADN. Et là, il y a quelques nouveautés. Qu'est-ce que t'en penses? Il est très marrant parce qu'il provoque un gameplay assez particulier. Vraiment, le détachement est construit, que ce soit au niveau des optimisations, que ce soit au niveau des stratagèmes, même de sa règle. Et vraiment, le Tau a réussi à survivre jusqu'au 3e tour. Il a un panel d'outils monstrueux à sa disposition pour vous laisser aucune chance et remonter la game. On sort du détachement où on est bon, enfin on est excellent au tour 3, 4, 5. Il nous fallait justement parler maintenant du Monka, où vous allez être excellent sur les rondes 1, 2 et 3. Petite particularité, il y a déjà une fac qui s'applique à ce codex. Certains vont critiquer le papier, et ainsi de suite. On n'est pas là pour ça, en tout cas de notre côté. On va donc vous présenter la règle coup mortel de ce détachement. Maintenant, en gros, ronde 1, 2, 3, toutes vos armes vont être assaut. Et si vous êtes vous-même guidé, alors vous allez avoir touche fatale. Donc sur un jet de touche critique, vous allez blesser automatiquement votre cible. En Tau, la majorité de nos unités ont une quantité de tir phénoménale. On a accès à beaucoup de relances pour toucher. Qui plus est, ce détachement nous permet d'être extrêmement mobile, ce dont on a souvent envie. C'est toujours une force pour les mettre les dégâts à l'endroit où on a envie d'aller les mettre. Non, c'est vraiment une très très bonne règle et le Codex Tau en fait très bon usage. Yes, on va maintenant parler des améliorations. On va commencer par le parangon du Monka. Il vaut 10 points. C'est sur figurine Tau, quelle qu'elle soit, encore une fois, exo-armure ou infanterie, et à l'exclusion des mentors croûte, puisque tant que le porteur mène une unité, alors on va pouvoir avoir la règle du détachement jusqu'au 4e round de bataille. Si au 4e round de bataille, il reste des figurines adverses sur la table, en Monka, c'est que vous avez mal fait votre travail. Donc cette optimisation, elle est pas mauvaise, mais petit côté frustrant. Ensuite, on va avoir le frapper promptement. Celui-ci, il vaut 25 points. Et il est fort, puisqu'en gros, il permet au début de la bataille de choisir 2 unités qui n'auraient pas au préalable la règle scout 6 à 6 pouces de cette unité, et ils vont l'avoir. Donc au début de la partie, une fois qu'on sait déjà qui commence, on a 2 unités qui vont faire un mouvement pré-parti de 6 pouces. Combiné au fait que toute notre armée va avoir la règle assaut sur les premiers tours, on le verra plus tard, on a même moyen de fiabiliser les jets pour avancer. Ça permet à nos unités qui sont normalement très très lentes et qui vont avoir un peu du mal à avoir des cibles intéressantes, de dès le T1 se projeter énormément. Par exemple, l'unité de broadside, ça peut, avant de tirer, avoir bougé jusqu'à 17. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour une broadside. Ouais, et puis tous les mécanismes de toute façon qui vous permettent de faire des mouvements pré-partis de 6 pouces. D'ailleurs, vous avez par exemple des véhicules, j'en sais rien, qui peuvent bouger de 12. Vous avez fait 18 pouces T1. Ça met une forme de pression, et c'est génial parce que déjà là, en termes de rejouabilité, on se dit ok, j'avais le Koyon, maintenant j'ai le Monka, deux gameplay qui n'ont rien à voir, les parties vont pas du tout se ressembler, et la pression qu'on va mettre, l'aspect anxiogène qu'on va mettre à son adversaire est pas du tout le même. D'un côté, c'est lui qui va vous rendre anxiogène, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il va devoir avancer. Là, c'est l'inverse, c'est lui qui va devoir jouer sur les rounds 4 et 5, c'est ça qui est super intéressant. On va prendre l'exemple des broadside, qui sont pas connus pour leur rapidité. Ça leur permet au premier tour de bouger de jusqu'à 16 et prendre des lignes de vue sur des unités qu'on va vouloir tuer. Oui, vous allez voir, ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner. C'est cher en euros et en points, mais on est quand même dans la violence ultime, donc c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que c'est bien, puisqu'il y a un coût dans le sens où, ouais, mais tu vas donner ton unité. Et une unité après 300 points, bon, bah certes, elle aura sorti ce qu'elle veut, parce qu'elle va s'exposer en bougeant vite, mais au moins, tu vois ce que je veux dire, ça va dans le sens, je trouve, dans ce Codex Tau. Vous allez voir, ça va meuler sacrément, mais en tout cas, ça joue contre le Tau.
En fait, ce qu'on va vouloir cibler quand on est l'adversaire du taux, ça va tomber. Et c'est ça qui est plutôt cool, ça crée du jeu quand même si on a l'impression d'avoir une armée monophase. Ensuite, on va avoir le conquérant stratégique. Lui, il vaut 15 points. En gros, au début de la partie, vous allez pouvoir choisir un objectif, et tant que le porteur de cette relique est sur la table, alors toutes vos unités auront +1 sur le contrôle d'objectif quand ils sont sur celui-ci. C'est une excellente optimisation. Pour rappel, en taux, on est extrêmement mobile, on a une capacité à délivrer des unités sur des objectifs à très grande distance qui est extraordinaire. Être capable de s'assurer de le voler à l'adversaire, quasiment peu importe ce qu'il met dessus, c'est vraiment une grosse force. On va terminer avec l'exploitation coordonnée. Lui, il vaut 15 points et en gros, il va tout simplement permettre, à partir du moment où l'unité du porteur elle va être observatrice, alors l'unité guidée va avoir touche soutenue 1. Donc ça va vous permettre d'avoir le bonus entre guillemets de votre armée pendant toute la partie. Ouais, pour rappel, nos unités qu'on va utiliser pour guider sont souvent pas mauvaises elles-mêmes pour faire des dégâts. Encore une fois, en fin de partie, ça nous permet d'avoir plus de ressources efficaces. C'est pas une mauvaise option. Au niveau de ces optimisations, pareil que dans l'autre détachement, est-ce que tu envoies des vraiment auto-includes, c'est-à-dire que dès que tu joues, tu sais que tu joues avec elle? L'optimisation qui nous permet de faire des mouvements scouts avec 2 unités, elle est vraiment extraordinaire et structurante pour le détachement. Ça permet à des unités qui sont déjà assez mobiles via la règle du monde K de l'être encore plus, de demander à l'adversaire encore plus d'anticipation pour ne pas subir des alpha strikes assez terribles. Ce sera toujours un bon choix, voire même un peu obligatoire. Ok, on va maintenant passer au niveau des différents stratagèmes. Là, je suis jaloux. Je te le dis tout de suite. Contre-offensive précise, stratagème de bataille, un PC, on l'utilise à n'importe quelle phase, donc on peut même le faire plusieurs fois par tour. À partir du moment où on a une unité taux, quelle qu'elle soit, à l'exclusion des croûtes bien sûr, qui elle va être détruite, alors on va pouvoir désigner l'unité ennemie qui l'a pété et dire pas de problème, mais pour un PC, toute mon armée jusqu'à la fin de la game, jusqu'à la fin de la vie, vont pouvoir relancer les jets de touche contre elle. C'est un serment de l'instant à un PC. Ce stratagème, alors en tant que joueur taux, il fait vraiment très plaisir, mais il est extrêmement fort, peut-être un peu trop. On va l'utiliser, on va énormément l'utiliser. Ce sera jamais une mauvaise chose de relancer pour toucher contre une unité adverse. Quasiment tous nos points de commandement vont passer dans l'utilisation de ce stratagème. Ensuite, on va avoir mobilité offensive, c'est aussi un stratagème de bataille. Celui-ci va être utilisable à la phase de mouvement avant qu'une unité ne se soit déplacée. Si elle décide de faire un jet de course, normalement on fait valeur de mouvement plus 1 des 6. Là, c'est valeur de mouvement plus 6 direct. Incroyable. On n'a pas besoin de lancer un jet de dés pour savoir si notre unité elle aura la chance de pouvoir tirer sur l'adversaire, ou si elle pourra aller sur l'objectif qu'on souhaite, ou si elle pourra se mettre à portée pour réaliser le secondaire qu'on vient de tirer. Là, on claque un point de commandement, c'est automatique. Très bon gadget. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on va avoir le tir concentré. Il va valoir un PC. On va choisir 2 unités taux et une unité ennemie. Il est de bataille, mais donc vous comprendrez que vous ne pourrez pas l'utiliser à 0 PC puisque vous allez sélectionner l'unité ennemie et ça ne fonctionne pas. Donc vous allez pouvoir vous le faire avec. C'est pour ça que Game Workshop l'a mis dans cette catégorie. En gros, on va choisir 2 unités empire taux, quelles qu'elles soient. Et quand elles vont tirer, par contre, elles ne pourront le faire que sur la même cible. Elles auront plus 1 leur pénétration d'armure. Même chose que pour le détachement du Coyon qui dispose aussi de ce genre de stratagème. On va avoir une petite lacune de pénétration d'armure sur la majorité des unités de taux qui sont là pour faire des dégâts. Ce stratagème, il permet du pallier. On va l'utiliser vraiment très régulièrement. Ensuite, on va avoir débarquement de combat pour un PC. On va l'utiliser à la phase de tir avec une unité infanterie qui viendrait de débarquer d'un transport à ce tour. Et tout simplement, elle va pouvoir lancer jet de blessure. Je pense que c'est un très bon stratagème, notamment en synergie, encore une fois, avec les équipes de prêcheurs, qui vont pouvoir relancer pour blesser naturellement quand la cible est sur un objectif. Mais quand elle n'y est pas, ça nous permet d'avoir accès à cette relance pour blesser. Ça augmente nos dégâts. On prend. Ça ne marche bien sûr que sur l'infanterie, mais ça va être utile vraiment sur tout le monde. Ensuite, on va avoir l'offensive à impulsion. Celui-ci, il vaut 2 PC. On va l'utiliser sur une unité taux qui va tirer sur une unité ennemie à l'exclusion des monstres et des véhicules. En gros, on va la pilonner et celle-ci aura -2 à sa caractéristique de mouvement, d'advance et de charge. Un peu cher, 2 points de commandement, mais clouer au sol une unité de corps à corps adverse, c'est toujours très sympa. Et on va terminer avec un dernier stratagème, on va mettre des gros guillemets, c'est le système de défense contre feu, celui-ci vaut 2 PC. Attention, on ne sait pas si c'est une erreur en français ou en anglais, mais comme la fac est déjà tombée, il y a plus de chances que ça soit une erreur sur d'autres traductions françaises. En gros, vous allez pouvoir, à la phase de tir adverse, attention ça ne marche qu'en tir, sélectionner une unité, en français c'est une unité infanterie, celle-ci va avoir -1 dégâts sur les blessures qu'elle va avoir. Si ça ciblait que l'infanterie, ce serait utile que sur les stealths, ce qui manque un peu
pertinence. Donc je miserais sur une coquille. Pour 2 PC, protéger des stealths, ouais. Ouais, je miserais plus sur une coquille du côté du codex français. Yes, 2 PC, moins un dégât, excessivement fort. Excessivement fort. On a beaucoup d'unités qu'on a envie de protéger des dégâts multiples en taux, que ce soit les Riptides, n'importe quel char, les Broadside, un peu cher, mais utilisé au bon moment, dans la bonne situation, c'est salvateur. Là, on vient de terminer la review justement du détachement Monka. Comparativement à Koyon, on voit aussi qu'il va être beaucoup plus PC-vore. Il va nécessiter beaucoup plus de ressources, de points de commandement. Est-ce qu'il y a des fermes à PC, c'est-à-dire des moyens dans l'armée de pouvoir justement avoir plus de points de commandement que 1 par tour? On a l'éthéré qui, au début du tour, nous permet de gagner un point de commandement sur du 4+, ou on a Shadow Sun qui, chaque fois qu'on utilise un stratagème, a 6 pouces d'aile. Sur un 5+, on peut récupérer ce point de commandement, mais c'est peu fiable. Donc finalement, une certaine forme d'équilibrage. Yes, et est-ce que tu penses, alors on en reparlera peut-être plus en conclusion quand on aura vu un petit peu plus les gameplays qui sont proposés par le taux, mais est-ce que tu penses qu'en Monka, d'un autre côté, ça va aussi avec la règle de détachement, avec l'Advance, qu'on jouera plus facilement en carte tactique qu'en fixe? Complètement. On jouera plus facilement en carte tactique, tout simplement parce qu'un secondaire qu'on ne peut pas faire, c'est un point de commandement et ce sera jamais perdu. On passe maintenant au 3e détachement, celui spécifique aux exo-armures. C'est donc le cadre de riposte, c'est un petit peu l'ancien Farsight, on va dire ça comme ça, avec la règle de détachement héros obstiné. En gros, à chaque fois que vous allez tirer avec une exo-armure et que votre cible sera à moins de 12 pouces, vous aurez +1 à la force, et si la cible est à moins de 6 pouces, alors vous aurez aussi +1 à la pénétration d'armure. Ça, c'est pour les joueurs taux qui se sont trompés d'armée. Faut vraiment s'approcher excessivement près pour faire du dégât. Ceci dit, on le verra plus tard, on a les outils pour, on est récompensé pour ce jeu très agressif. Un détachement très très intéressant. On passe maintenant aux optimisations. La première, elle a un nom en plus iconique des anciens codex avec leur relique, c'est trop cool. C'est la puce engrammatique de pure taille, elle vaut quand même 25 points, on peut la mettre que sur une exo-armure taux. Par contre, une fois par tour, on va être capable de cibler l'unité du porteur avec un stratagème, même si une autre unité a déjà été ciblée par le même stratagème à cette phase. Et attention, on a vérifié, au niveau de la data slate actuelle, c'est uniquement quand le coût en point de commandement d'un stratagème est modifié qu'on ne peut le faire que sur du type bataille. Donc c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vraiment le faire sur tous les types de stratagèmes parce qu'il n'y a pas de notion de gratuité. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une très bonne optimisation. Certes, ça se paye en point de commandement, mais pouvoir dupliquer les meilleurs stratagèmes du détachement, c'est vraiment très très intéressant tactiquement parlant. Yes. Ensuite, on va avoir le système d'allumage Starflare qui, elle, vaut 20 points. Ça va être encore une fois mis que sur une exo-armure. À la fin du tour adverse, si l'unité du porteur n'est pas engagée au corps à corps, alors celle-ci va être replacée en réserve stratégique. Pareil, un outil extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on sera toujours en mesure de prendre la ligne de vue sur la cible qui nous intéresse, d'aller mettre des dégâts où on veut, de se placer sur la carte où on veut, pour mettre des points de secondaire, pour mettre des points de primaire, protéger son unité d'une éventuelle riposte. Excellent outil. Yes, ensuite on va avoir le roc de grenade interne. Lui, il vaut 20 points. Il va être mettable seulement sur une exo-armure. Ça va lui donner le mot-clé grenade. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et surtout, à chaque fois qu'il survole une unité, on va pouvoir jeter 6 dés et sur chaque 4+, on va mettre une blessure mortelle. Dans la même veine que toutes les autres optimisations, que l'esprit général de ce détachement, on est récompensé si on prend des risques. Tu t'approches proche de l'adversaire, tu as le droit de lui mettre des mortels. Par contre, il faut être prêt à subir la riposte en échange. Yes, après tu dis que bon, encore une fois, là c'est gratuit, tu vas pouvoir lui mettre 3 mortels. En gros, tu passes de 1 mm au-dessus et tu le mets à 1,1 de lui. Là, tu fais stat 3 blessures mortelles. Et on rappelle au pire que comme tu es une exo-armure, tu as le mot-clé véhicule. Et tu peux faire derrière pour un PC une attaque de char pour aussi mettre de la blessure mortelle. C'est quand même franchement un bon outil. Et surtout, ça te donne le mot-clé grenade. Bon, ça va te coûter 2 PC, mais ça veut aussi dire que si jamais tu fais ça, à la phase de tir, tu vas aussi pouvoir stat lui faire quelques mortels. Donc tu es quand même à 6 mortels stat. Et si jamais tu veux charger, tu peux monter pour un deuxième PC avec une attaque de char. Tu peux quand même balancer quelque chose comme 8 blessures mortelles stat par tour. C'est quand même assez intéressant. Et on va en plus de ça pouvoir le combiner au stratagème, la manœuvre de Torch Star. Il vaut que 1 PC, il utilise la phase de tir sur une exo-armure qui a le mot-clé, elle, vol. Et si cette unité n'est pas à portée d'engagement, normalement vous êtes à la phase de tir, ça devrait plutôt bien se passer, alors vous allez pouvoir faire un mouvement normal, bien que vous ne serez pas éligible pour tirer. Ce qui permet, en dépensant énormément de points de commandement et en s'exposant énormément, de jeter jusqu'à 24 D6 par tour, qui sur du 4 ou du 5 vont mettre des mortels à l'adversaire. En tout cas, c'est un gameplay qui est cool, qui va te permettre potentiellement, sur beaucoup de ressources, en tout cas, d'avoir de la blessure mortelle. Et on va terminer avec le système d'armes prototype qui, lui, vaut 15 points. Ça va pouvoir se mettre, bien évidemment, que sur un exo-armure. Vous l'avez compris, c'est l'ADN de ce détachement. Ça va marcher que sur le porteur. Par contre, il va pouvoir choisir parmi l'aptitude touche fatale ou touche soutenue. Encore une fois, dans l'idée de jouer nos commandeurs, peut-être un peu en électron libre, en mode Rambo, c'est sympa, mais comparé aux 3 autres,
on est quand même un peu en deçà niveau efficacité. Yes, on vient de faire le tour des 4. Pareil, est-ce que tu penses qu'il y en a des auto-inclus? Parce que celui pour les mortels, il est très cool. On a compris les mécanismes de je bouge au-dessus, je peux pour un PC rebouger au-dessus, et ainsi de suite. Ça permet, comme on ne cible pas, ça permet aussi justement de le faire sur des figurines qu'on pourrait pas forcément cibler. Alors aujourd'hui, l'agent solitaire ne marche qu'à 12 pouces, mais quand même, en fait, il y a quand même des choses où en général à 3 pouces, on ne peut pas forcément cibler. Là, on pourrait. Est-ce qu'il y a des tops vraiment au sein de ces améliorations, celles sur lesquelles tu ne sortirais jamais? Les 3 premiers, concrètement. Les 3 premiers, vraiment. On est, chose rare, pour un détachement, on a 3 optimisations qui sont aussi fortes que fun. Et on a vraiment envie de les jouer et on fera en sorte de les jouer. On passe maintenant aux différents stratagèmes, on va passer au détonateur de sécurité. Il vaut quand même 2 PC celui-là, il est assez intéressant, on va pouvoir l'utiliser sur une exo-armure qui est détruite. En gros, on ne va pas faire le dé pour savoir si celle-ci explose. Petite particularité, c'est assez intéressant puisque même si celle-ci n'a pas la règle justement de destruction des faces, donc d'explosion, on peut quand même potentiellement choisir des unités ennemies à 6 pouces d'aile et sur un 4+, balancer des 3 blessures mortelles. Donc en fait, en gros, vous allez choisir soit de péter ou de ne pas péter, et même si vous n'aviez pas de paix, vous allez quand même pouvoir péter. Très 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 niche, mais utilisé au bon moment, il est vraiment incroyable. Fermez les yeux, je vais vous raconter une histoire. Il y a Abaddon sur un objectif, il n'a plus qu'un seul point de vie. Récupérer cet objectif, c'est la clé pour la victoire. Vous avez une Crisis toute seule, juste à côté. Elle charge, elle meurt, elle explose, elle tue Abaddon, vous gagnez la partie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et d'ailleurs, tu rachètes Abaddon pour moins cher. Oui. Ensuite, on va vous parler du stratagème d'injecteur de stimulant. Il coûte 1 PC, on l'utilise à la phase de tir adverse ou à la phase de combat à partir du moment où une exo-armure est prise pour cible. Alors, on va tout simplement avoir un insensible à douleur à 6. Ça veut dire que pour chaque dégât subi, vous jetez un dé sur un 6, vous l'ignorez. Excellent stratagème pour être plus résistant. Quand vous savez qu'une de vos unités d'exo-armure va subir le focus de l'armée adverse, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors oui, un insensible à la douleur à 6, c'est que 16% de chance de réussir, mais on a beaucoup de figurines qui sont multi-points de vie et ça va pouvoir permettre de casser les séquences de dégâts adverses. Yes, on rappelle puisque l'excédent de dégâts d'une blessure ne part pas sur les figurines d'à côté. Donc il suffit qu'il reste une figurine qui a fait un 6, il lui reste un PV, coup de canon laser, 6 dégâts, ouais, maintenant d'en retirer qu'un, c'est cadeau quand même. Ensuite, on va parler de la lame raccourcie. Elle vaut 2 PC, elle permet à une unité d'exo-armure d'arriver en frappe en profondeur, non pas à 9 de toute figurine ennemie, mais à 3 pouces. Mais elle ne pourra pas charger. Mais quand même. Les exo-armures sont toutes contrôle d'objectif 2, je le rappelle, jouables par 3, donc ça fait 6 dossés, c'est fort. Oui, c'est vraiment extrêmement fort, c'est cher, c'est 2 points de commandement, mais ça nous assure d'aller pouvoir mettre les dégâts où on veut, sans que ce soit vraiment possible pour l'adversaire d'y faire quoi que ce soit. Peut-être un petit potentiel de frustration sur ce strata, surtout combiné au fait de pouvoir rebouger de 12 après. Ouais, c'est surtout ça, avec le mot-clé vol. Faut donc imaginer, comme tu l'as dit, c'est très fort. Vous allez être sur des socles de 50 mm à 60 mm, mais par 3 ou même par 1. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que vous vous offrez quasiment tous les secondaires du jeu. Puisqu'en fait, vous êtes capable de mettre des figurines dans des trous dès qu'il faut être à 9 pouces d'un angle du champ de bataille, dans le bord de déploiement adverse, si j'avais choisi justement de jouer en fixe aussi. Certes, très cher, 2 PC, 3 PC si on veut rebouger derrière, mais combiné par exemple avec l'amélioration qu'on a vue tout à l'heure qui permet de mettre des mortels, vous arrivez à 3 pouces, vous rebougez 12 avec le mot-clé vol, vous mettez des mortels, c'est quand même super cool. Hein. C'est vraiment super cool, mais ce qui peut être un peu gênant, c'est que l'adversaire ne peut pas trop se poser la question de comment je peux contrer ça. Ouais. Il est directement obligé de se demander comment je peux subir, parce qu'il va le subir. Parle-nous aussi un petit peu d'attrition sur les packs justement de Crisis. On rappelle que maintenant ils ne sont plus jouables que par 3, donc c'est très bien, c'est un garde-fou apporté par Game Workshop là-dessus, elle coûte pas très cher, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, le fait de se dire qu'au moins pour 2 PC, je bénéficie systématiquement de Héros Obstiné, qui est la règle de mon détachement, qui fait +1 la force, -1 la PA, c'est quand même cool quoi. Oui, surtout que les Crisis sont, bien qu'on le verra plus tard, elles sont extrêmement spécialisées dans leur rôle, mais du coup elles sont vraiment efficaces. Une Crisis anti-infanterie, quand elle tire sur l'infanterie, elle va tuer, il n'y a pas trop de suspense. Une Crisis anti-char, quand elle va tirer sur un char, même si c'est un Land Raider, elle va le tuer. Ensuite, on va avoir le protocole de Harokon, qui lui va coûter 1 PC, il va utiliser à la phase de tir sur une unité exo-armure taux qui n'a pas encore été choisi pour tirer. Et à partir du moment où vous tirez sur une unité qui a au moins 6 figurines, vous allez avoir touche soutenue 1, et au moins 11 figurines, vous allez avoir touche soutenue 2.
Il y a peu d'occurrences de la règle déflagration dans le codex TO. Ce stratagème, c'est un des moyens d'y pallier. C'est un excellent mécanisme offensif pour venir à bout des grosses hordes de figurines, que ce soit l'orque en passant par le tyrannide. On vous a parlé tout à l'heure du stratagème pour un PC, la manœuvre Torchart. On en a parlé, vraiment, c'est celle qui permet à l'unité exo-armure à la phase de tir de pouvoir rebouger. C'est rare pour un seul PC, c'est quand même très très fort. Et en tout cas, ici, on va terminer avec le champ d'inhibition gravitique. Il vaut un PC aussi. On va l'utiliser à la phase de charge adverse. En gros, l'unité exo-armure qui aurait été pris pour cible justement de cette charge va forcer l'ennemi à faire un test d'ébranlement. Et pareil, qu'il soit réussi ou non, alors là, on va jeter un dé par figurine qui charge. Et sur chaque 6, ça sera une petite blessure mortelle. Alors autant les petites blessures mortelles sont sympas mais anecdotiques, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que l'adversaire doit faire un test de Battle Shock. Ça peut permettre de vous donner la satisfaction, même si l'adversaire réussit sa charge, il tue votre exo-armure, mais s'il a raté son test, sa capacité de contrôle d'objectif passe à 0, il ne peut plus récupérer l'objectif et donc potentiellement accomplir l'objectif secondaire qu'il était venu faire en tuant votre exo-armure. Yes, tu fais bien de préciser, ça ne marche que sur les secondaires puisque c'est la phase de commandement qu'on doit refaire des tests d'ébranlement pour le contrôle d'objectif. Mais en effet, ça permet aussi potentiellement de forcer l'adversaire à ne pas pouvoir interrompre le combat, entre guillemets, hein, s'il le souhaitait. Contre du TO, c'est moins problématique, mais encore que certains pilings vont te permettre toi de mettre plus dossé que l'adversaire sur certains objectifs. On est à 3 détachements sur les 4 possible en TO. Vous allez voir que le 4e, c'est génial, c'est que Game Workshop a enfin instauré un gameplay croûte, mais là, on vient de terminer, on va dire, les 3 détachements qui parlent vraiment du gameplay TO, que ça soit infanterie, début de game, fin de game ou exo-armure. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 détachements? Est-ce que tu les trouves vraiment bien équilibrés? Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui se détache des autres? Ou non, en fait, il est plutôt lié à l'humeur du joueur? Je pense que l'humeur, c'est un bon terme. Il y en a clairement pour tous les goûts. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit spécialement meilleur que l'autre. Ça va vraiment dépendre de votre style de jeu. Ces 3 détachements, ils offrent chacun des expériences uniques et chaque joueur TO va y trouver son compte. Comme on l'a dit, on vient de faire les 3 détachements TO. On va maintenant passer au 4e qui est celui destiné aux croûtes, meute de chasse croûte. Vraiment, déjà, je trouve que c'est génial, je l'ai dit tout à l'heure, mais que enfin Game Workshop ait donné un gameplay. Déjà, ils sont sortis des figurines qui sont magnifiques, mais vous allez voir, ça n'est pas ridicule. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui vont gagner des games ou des tournois avec des armées de croûtes, et c'est chambé. Ici, pour compenser le fait qu'on va ne pas avoir la règle de désignation laser, qui est la règle d'armée, puisque on rappelle que ça marche pas avec le mot-clé croûte, là, vous allez avoir 2 bonus. La première, ça va être l'instinct de chasseur. En gros, à chaque attaque d'une figurine croûte, vous allez avoir +1 pour toucher si vous ciblez, j'allais dire tirer ou taper, mais ça marche tout le temps, si vous ciblez une unité qui est en dessous de son effectif initial. Et si vous ciblez une unité qui est en dessous de sa demi-force, en plus de ça, vous aurez +1 pour blesser. En plus de ça, vous allez avoir combattant d'escarmouche, puisque vos petits croûtes vont avoir une sauvegarde invulnérable à 6 contre les attaques de mêlée, et invulnérable à 5 contre les attaques de tir. Et dernière petite cerise sur le gâteau, vos unités croûtes de base vont passer ligne, c'est-à-dire que vous ne serez plus limité au format 2000 points, d'en jouer 3, vous allez pouvoir monter à 6. Petit post-it, je trouve ça génial que Game Workshop affine ce genre de règles. C'est un petit peu la doléance qu'on a sur le codex Orc, notamment au niveau de la marée verte, c'est que tout le monde a une invulnérable à 5. Or là, on voit qu'ils sont capables justement d'affiner et de faire invulnérable à 6 au corps à corps et à 5 au tir, puisqu'ils peinent à aller au corps à corps. Je trouve ça génialement écrit. C'est vraiment une super idée, ce détachement. On est dans le pur fan service. Ça fait longtemps que c'était demandé par beaucoup de fans. Ils ont exaucé leurs souhaits. Et même ceux qui n'étaient pas trop spécialement au courant ni pour ou en profiter. Non, et la réalisation, elle est vraiment... La qualité de la réalisation est vraiment au rendez-vous. On parle pas d'amélioration chez les croûtes, on parle de gris-gris. Parce qu'il y a une croyance derrière. Petit bisou à Ishii avec sa coufle. En tout cas, on va découvrir la coufle, mais c'est la dernière. La première, ça va être le vol de faux croûtes. Il vaut 10 points. Petite doléance, s'il y a encore un souci de traduction. Vous allez voir, pour certains, ça va pas représenter beaucoup, mais pour nous, c'est important. En gros, ça va permettre à l'unité du porteur d'ignorer le couvert au tir. Ça, à la limite, on s'en fiche, parce que c'est pas des armes de guerre, en tout cas, en termes de PA au tir. Mais surtout, en français, il est dit que les unités qui arrivent des renforts ne peuvent pas être placées à plus de 12 pouces de l'unité du porteur. Alors qu'en anglais, c'est que du porteur. Ce qui est le mécanisme, on va dire, habituel à toutes les armées du jeu. Donc, première partie anecdotique, deuxième partie qui peut être très intéressante. Oui, complètement. Dans une partie de Warhammer 40 000, on a toujours besoin d'une unité pour garder l'objectif chez soi. Et généralement, on fait toujours en sorte que l'adversaire ne puisse pas venir nous menacer en arrivant des réserves, en frappant de profondeur. Là, on peut le faire avec une seule figurine. Ça nous permet d'économiser des ressources pour les envoyer ailleurs. C'est pas cher. Ce sera globalement toujours une bonne idée. Ouais, complètement. Ouais. Ensuite, on va voir le chasseur nomade. Elle vaut 10 points. Ça va pouvoir se mettre uniquement sur un mentor pisteur croûte. Et tant que le porteur mène une unité, attention, s'il perd ses gardes du corps, ça ne marche plus. Ils vont ajouter +3 à leurs caractéristiques de mouvement. Et en plus de ça, ils vont avoir des armes en assaut. Donc pour les actions, la latitude de jeu et ainsi de suite.
Encore une fois, on a besoin d'unités pour garder notre objectif, on a besoin d'unités pour aller prendre ceux de l'adversaire, on a besoin d'une première vague. Avec cette optimisation, le personnage remplira parfaitement ce rôle-là. Ensuite, on va avoir l'arme enracinée pour 10 points. Figurine mentor de guerre, croûte seulement. Toutes les armes du porteur vont avoir précision et blessure dévastatrice. De base, au corps à corps comme au tir, les mentors croûtes tuent 1 à 2 Gretchen. Avec cette optimisation, on va en tuer 3. Je vous laisse juger du fait que ce soit une bonne chose ou non. Et le dresseur, le dresseur on le fera pas avec ça. Quoi. Voilà, tant pis. Et on va terminer avec la meilleure relique de tout le jeu. Ça va être bien évidemment la glande de Porte Druid. Ça va s'appliquer sur un mentor dépeceur croûte et tant qu'il va pouvoir mener une unité, on critiquera non pas sur du 6, mais sur du 5 à cause du gris-gris. Elle vaut 15 points, mais elle n'a pas pris à quel point elle est cool. Évidemment obligatoire. L'effet de jeu anecdotique, mais le nom, c'est vraiment la classe. Exactement. En fait, il faut comprendre que cette glande conservée exude de phéromones qui plongent les croûtes aux alentours dans une frénésie vorace. T'as donc un mec, littéralement, qui se balade comme ça et tout le monde le suit. Et cet homme, c'est Ichi. Oui. Okay. Impossible de jouer une armée croûte sans jouer cette optimisation. Franchement, elle devrait être gratuite, elle devrait être auto-inclus. Tu joues en 2015 points quand tu joues croûte, ok? Il faut la glande. On va maintenant passer au niveau des différents stratagèmes. Le premier, c'est participer à la chasse. Il vaut 2 PC. On l'utilise à n'importe quelle phase à partir du moment où une unité infanterie croûte ou chien croûte est détruite. Et pour 2 PC, vous allez pouvoir tout simplement la mettre en renfort stratégique. Elle va revenir à la vie. Il est quand même précisé que ce stratagème ne ramène pas les personnages, donc les unités leaders. Ça permet d'avoir toujours des ressources, peu importe le stade de la partie. Dès que l'adversaire vous tue une unité, vous avez la capacité de la faire revenir. On gardera souvent nos points de commandement pour faire ça autant que possible. Il y a quand même un énorme garde-fou sur le fait que c'est des croûtes. Alors c'est intéressant parce que c'est exactement la question que j'avais. Aujourd'hui, globalement, il y a 2 armées qui ont ce genre de mécanisme. On a l'Adviaï qui est très 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 fort parce qu'elle le fait avec des Karskings, donc des unités d'infanterie d'élite. Et on a aussi les Tyrannides dans leur version Swarm qui, elles, ont ce qu'on appelle le Surge, c'est-à-dire qu'elles ramènent des unités qui peuvent bouger de D6 et rentrer à portée d'engagement. Là, ça n'est pas le cas. Non, on n'est vraiment pas aussi mobile, ni aussi létal. Je précise aussi, c'est un stratagème de bataille, mais il est bien précisé que les personnages déjà ne reviennent pas à la vie, et en fait, au moment où en fait l'unité garde du corps est détruite, votre personnage n'est plus dans celle-ci, et donc vous ne pouvez pas le faire pour 0 PC. Ça, c'est important. Exactement. Ensuite, on va avoir un piège parfaitement tendu. Lui aussi, c'est un stratagème de bataille. Il va coûter 1 PC, on va l'utiliser à la phase de tir ou de combat. En gros, on va pouvoir, à partir du moment où une unité croûte a blessé une unité adverse, faire en sorte que toutes les unités croûtes qui vont la prendre pour cible vont avoir +1 à la PA. Plutôt bon stratagème de la PA dans l'armée croûte, on va en manquer énormément. C'est plutôt la quantité qui va faire la différence face à la qualité. Ça nous permet d'augmenter un peu notre létalité quand on n'en a vraiment pas beaucoup, surtout au corps à corps. Au bon moment, bien utilisé, ce sera utile. Yes, on le voit, hein, c'est un stratagème par exemple qu'ont les IK ou les RK avec en fait justement les petits qui sont capables justement de mutualiser leurs cibles et en fait ça fait la différence d'aller justement potentiellement pour un PC annuler ou dissuader votre adversaire de faire une armure du mépris ou ce genre de choses. Ensuite pour un PC on va avoir la grenade PEM qui va pouvoir s'utiliser après qu'un véhicule ait fait un mouvement à côté d'une unité croûte. On va pouvoir choisir une unité croûte à 8 pouces de ce véhicule et celui-ci aura alors -1 pour toucher au corps à corps au tir. En gros c'est pire que ça, c'est -1 sa capacité de tir. Je rappelle aussi que ça va pouvoir se comboter, c'est-à-dire que là c'est -1 la capacité de tir, si jamais vous avez des unités pour X ou Y raison qui ont -1 pour être touchées, par exemple si vous jouez des véhicules taux dans une armée croûte, voilà, et que vous avez par exemple fumigène, vous allez pouvoir avec lui dire un PC, ce véhicule il a -1 pour sa capacité de tir, et si tu tires sur une unité qui est sous fumigène par exemple, alors elle aura -2, et là pour le coup ça s'additionne. Ça, c'est pour passer des bonnes parties avec vos amis qui adorent jouer des figurines Titanic. Bien entendu, ça. C'est un stratagème qui augmente quand même significativement notre résistance parce qu'il faut un énorme volume de tir pour venir à bout des croûtes. C'est beaucoup de points de vie. Et venir ajouter un petit -1 pour être touché, sachant que la majorité de l'armée bénéficie de la règle stealth, ça diminue significativement les dégâts que l'adversaire va faire. Yes. Ensuite, on va avoir le festin macabre. Il vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de combat quand une unité croûte a détruit une unité. En gros, ça va être tellement sauvage que les unités ennemies à 6 pouces vont devoir faire un test d'ébranlement. Et si les unités sont en dessous de leurs effectifs, alors elles auront un malus de -1 à ce test. Si on voit qu'on va être un peu short pour récupérer un objet, pour faire un objectif secondaire, etc. Bref, qu'on est dans une situation désespérée, on peut dépenser notre point de commandement pour tenter ce petit tour de passe-passe. Yes. Ensuite, on va voir Guerrilleros pour 1 PC. On va l'utiliser à la phase de mouvement juste après qu'une unité croûte est battue en retraite. Et en gros, celle-ci va être éligible pour tirer pour les objectifs et charger. Excellent stratagème, il y aura toujours une utilisation à en faire, avoir la capacité de se déloc en un corps à corps, de bouger normalement, de tirer normalement,
de charge énormément. C'est des options de jeu. Les options de jeu à Warhammer 40 000, c'est fort. On en veut autant que possible. Ouais, c'est vrai. Et on va terminer par chasseur dissimulé. Je n'est pas cher. Il vaut 1 point de commandement. Et une fois qu'une unité croûte est prise pour cible, alors on peut décider qu'elle va devenir agent solitaire. Et donc, en fait, votre adversaire ne pourra lui tirer dessus que s'il est à moins de 12 pouces d'elle. Bien évidemment, si elle n'est plus éligible pour tirer, il va pouvoir justement rediriger ses tirs. Tu parles d'options de jeu, ça aussi c'est excessivement fort. Je rappelle que le gameplay croûte induit un gameplay ce qu'on appelle de swarm, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de points de vie sur la table, qui sont en t-shirt, donc qui coûtent pas très cher, et il va falloir voir si son adversaire a assez de balles et s'il vise assez bien justement pour tuer ces fameux écrans qui vont revenir pour 2 PC, potentiellement, comme tu l'as dit, avoir -1 pour être touché grâce à la règle dissimulation, discrétion. Bref, il est fort celui-là. Ouais, il est très fort. Ça veut dire que si l'adversaire veut être sûr de pouvoir détruire les unités qui l'intéressent, il est obligé de prendre des risques, il est obligé de s'approcher énormément si on lui en a laissé la possibilité. Parce qu'on prend énormément de place sur la table et on peut aussi tout simplement l'empêcher de physiquement venir à 12 pouces. On a fait le tour, Moyard, justement, de tous les détachements, de tous les stratagèmes. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est complet, qu'est-ce que c'est bien écrit. Il y a des garde-fous. C'est évident que c'est une armée qui va mettre Bagdad au tir, c'est normal. Mais là, on voit que par rapport à l'index, où en fait, en gros, cette fameuse, alors c'est marrant, ça va avec le lore en plus des taux qui en fait fonctionnent par extension de cercle, expansion en fait de cercle. En général, en gros, je vous le dis tout de suite, quand vous êtes un joueur taux, si jamais vous sortez trop tard de chez vous, vous perdrez la game parce qu'on reste sur un jeu d'objectifs. Mais si vous arrivez à le faire plus tôt, alors vous la gagnerez. C'est souvent en général au round 3 qu'on voit si un joueur taux gagne ou perd une partie. En général, il va gagner 12-8 ou perdre 8-12. En gros, c'est ça. Et là, on voit beaucoup plus d'attitudes de jeu qui font qu'on va sortir de ça. On va avoir plein d'unités potentiellement MSU pour multiple small units, pour aller faire tous les secondaires si on aime la fraîcheur des cartes. Bref, c'est tellement complet, bien écrit. C'est très très cool. Hein. Ça offre un vrai jeu avec l'adversaire. C'est-à-dire que c'est fini le gameplay tôt où on fait un château, on tire sur ce qui dépasse, on ne bouge pas et on commence à avancer quand l'adversaire est mort. Maintenant, il y a de la prise de décision, il y a de la prise de risque. On est quand même assez fragile de manière générale comparé à ce qui est résistant dans le jeu en ce moment. On bénéficie en compensation d'une létalité assez forte, d'une mobilité assez élevée. Ça permet de rendre n'importe quelle partie intéressante, aussi bien pour vous que pour votre adversaire. On va maintenant rentrer dans le dur de cette armée. On va vous présenter les fiches d'unités. Je rappelle qu'on va plutôt s'attarder sur la qualité d'écriture et leur pertinence, puisque les coups en point évoluent tous les 6 mois, on va dire ça comme ça, pour Game Workshop. Là, on va se baser bien évidemment sur les coups en point qui sont fraîchement sortis, donc qui normalement ont permis justement un affinage déjà par rapport à la prise de recul de cette armée, qui je rappelle est disponible depuis sa version collector. Donc en fait, c'est une des rares armées qui est disponible depuis plus de 3 mois en termes de jeu avec le nouveau running, même si on jouait avec les coups en point, on va dire, de l'index. On va commencer bien évidemment par la commandante Shadowsun, qui elle vaut 100 points. C'est une unité agent solitaire, infiltrateur, qui de base va avoir la règle discrétion. Elle va permettre aussi d'être la seule ressource de relance de 1 à la touche à 6 pouces autour d'elle, là où les autres unités, ça va plutôt se jouer justement dépendamment de qui cible ou alors de sur ce sur quoi on tire. Très très bon ajout. Elle a aussi une capacité qui nous permet de récupérer des points de commandement sur du 5+, chaque fois qu'on utilise un stratagème sur une unité à 6. Les points de commandement, on a vu précédemment que c'était extrêmement précieux en taux. On ne manque pas de stratagèmes utiles. Elle est définitivement forte et aura sa place dans un bon nombre de listes. Ensuite, on va passer au commandeur Farsight. Pareil, figure iconique, tout comme Shadowsun précédente. Lui, il est 5 points plus cher, il est à 105. C'est une unité en exo-armure qui peut rejoindre justement des Crisis. Il a aussi une règle qui dit que tant qu'il mène une unité, alors si la cible du tir est à moins de 9 pouces, on rappelle que pour 2 PC, il y a un stratagème qui vous fait arriver à 3 pouces de l'ennemi, vous aurez +1 pour blesser. Excellente entrée, déjà parce que Farsight est emblématique, et ensuite, une des seules sources de corps à corps qui représente vraiment une menace pour l'adversaire en termes de létalité, d'autant plus qu'il fait des attaques de chars, parce que oui, c'est un char assez redoutable. Dans une escouade de Crisis, ce sera jamais un mauvais choix. Pour illustrer un petit peu ce que tu dis, c'est vrai qu'au corps à corps, il balance 4 patates de force 10 PA -2 dégâts flat 3, mais comme tu l'as dit, c'est surtout une force 10. Donc en fait, on va acheter 10 dés. Si la force est supérieure à son endurance, on va acheter 12 dés quand on va faire justement une attaque de char. Ça nous assure quand même à minima 3-4 mortels, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu penses qu'on joue que dans le détachement exo-armure ou pas du tout? Parce que tu sais, historiquement, il avait un détachement pour lui, ou finalement là, tu vas le jouer comme un commandeur standard, puisqu'il a aussi la règle leçon de pure taille, puisque lui, une fois par round de bataille, il va pouvoir utiliser un stratagème à 0 PC.
Non, je pense qu'il est très bien dans tous les détachements, même en solitaire au final, ça va donner un petit électron libre qui nous apporte un peu de punch au corps à corps, etc. Non, vraiment très bonne entrée, peu importe l'utilisation que vous décidez d'en faire. On va maintenant passer au commandeur générique. En tout cas, on va regrouper le commandeur Enforcer et le commandeur Cold-Star. Le Enforcer est à 90 points. Il va permettre de donner plus 1 à la pénétration d'armure de l'unité qu'il rejoint. Et tu as la version Cold-Star qui, lui, permet en fait justement d'améliorer la valeur de mouvement de l'unité rejointe de 12 et de transformer ses armes en assaut. Mais lui coûtera 110. Qu'est-ce que tu penses de ces deux mecs ? Comment est-ce que tu les joues? Est-ce qu'il y en a un que tu joues pas parce que tu préfères systématiquement la mobilité du Cold-Star? Dis-nous tout. Ces deux commandeurs, c'est deux faces d'une même pièce. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend essentiellement de ce dont vous avez besoin de votre liste, de votre style de jeu. On a l'Enforcer qui privilégie du coup le fait d'être plus résistant, là où le Cold-Star il privilégie le fait d'être plus mobile, de faire un peu plus de dégâts. Et les deux choix sont viables, c'est vraiment une question de style de jeu. On sort de versions de héros épiques, c'est-à-dire de héros nommés. Là, on parle justement de deux commandeurs qui sont justement sujets à avoir des améliorations. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu mets les drones sur les commandeurs? Ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Si jamais il est en solitaire, des drones de défense pour ajouter un peu de points de vie, de résistance, c'est probablement une bonne chose. Quand il est avec ses potes Crisis, on va plutôt prendre des drones d'attaque pour augmenter sa capacité à faire des dégâts. On va maintenant passer au plus petit bonhomme en parlant du sabre de feu, en anglais Cadre Fire Blade. Il est à 50 points. Il peut rejoindre des unités de brècheurs ou d'équipe d'attaque, donc les deux lignes de cette armée. Il va pouvoir avoir feu redoublé, qui fait qu'il va améliorer de la caractéristique d'attaque des armes de tir de l'unité. Donc c'est très 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 fort. Et lui, quand il fait des blessures critiques, il passe PA-3, ça à la limite, on s'en fiche. Il va avoir comme mot-clé grenade aussi, même si on va dire que les unités d'infanterie l'avaient déjà. Qu'est-ce que t'en penses? 50 points. C'est toujours compliqué, tu sais, de coster des figurines qui vont décupler justement la létalité d'une unité. Il vaut 50 points, mais quand tu les joues dans une petite unité, c'est peut-être pas fou. Là, il y a quand même beaucoup de garde-fous, puisqu'on peut le mettre que dans 10 brècheurs, et on peut pas monter les effectifs. Mais bref, qu'est-ce que t'en penses à 50 points? Il est vraiment extrêmement fort. C'est une des meilleures figurines du codex. En lui-même, il ne fait pas grand-chose, mais les buffs qu'il apporte démultiplient la puissance des unités de brècheurs et des équipes d'attaque de manière complètement dingue et en font des machines de mort efficaces contre à peu près tout et n'importe quoi, sachant que augmenter le nombre d'attaques, ça marche vraiment sur tout. C'est-à-dire que ça marche même sur les petits drones que vous amenez avec. Ok, mais est-ce que par exemple tu le joues systématiquement par 1, 2, 3? Est-ce que ça t'arrive de jouer des brècheurs seuls? Finalement, tu vas te dire, on va peut-être avoir entre 1 et 2 commandeurs, tu vas te rajouter potentiellement 1 à 3 brècheurs, parce que c'est pas très cher en coin-point, mais tu ouvres aussi assassinat, c'est-à-dire l'objectif secondaire à ton adversaire. Mais finalement, peut-être que ça vaut le coup, parce que tu vas peut-être les jouer de façon défensive pour pas donner ses points d'assassinat à ton adversaire. Bref, dis-nous tout. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle quand tu vois la puissance qu'il offre? Ouais, le jeu en vaut largement la chandelle. On est sur le genre de figurine où donner assassinat, c'est pas grave. On est même content de le faire. Il apporte tellement, il est tellement fort, probablement beaucoup trop. Que oui, prends assassinat, prends les points, c'est pas grave. De toute façon, je vais tellement en mettre grâce à ce petit bonhomme que ça n'a aucune importance. Je vais tellement en mettre grâce à ce petit bonhomme. Ce sera ta phrase pour cet été. C'est noté. Je m'en souviendrai. On va maintenant vous présenter l'éthéré. Il vaut le même coup en points, il vaut aussi 50 points. C'est un petit monsieur en t-shirt qui va pouvoir rejoindre les mêmes unités, c'est-à-dire brècheur et équipe d'attaque. Il va leur permettre tout simplement d'avoir un insensible à la douleur à 5. Gros garde-fou encore une fois sur l'écriture de cette armée, puisqu'en fait on peut pas changer les effectifs des armées de brècheurs ou d'attaque, ils sont toujours par 10. Donc c'est facile à coster le Feel No Pain à 5, ça vaut tant dans ce genre d'unité. Et aussi, je rappelle que à la fin de la phase de commandement, on va jeter un D6 et sur un 4+, on gagnera un PC avec lui. Est-ce que t'en joues? Même question finalement que pour le cadre Fireblade. Est-ce que mettre un insensible à 5 sur ce genre d'unité c'est intéressant pour 50 points ou pas? Je fais l'analogie avec les orques. En fait, les orques, on peut les jouer par 10 ou par 20 et à chaque insensible à 5, c'est 8 points et demi de sauvegarder. Donc c'est facile de calculer si 50 points est rentable. Tu vois ce que je veux dire? Lui, quid finalement, est-ce que tu le mets? Est-ce que tu préfères jouer un cadre Fireblade sup ou pas d'ailleurs? Mais est-ce que c'est intéressant pour le Feel No Pain ou pour le fameux PC sur du 4+, c'est aléatoire? Est-ce que 50 points, c'est le prix de l'aléatoire? On a toujours besoin d'une unité gardien de but. Donc avoir une unité dans ce rôle-là qui est un peu plus résistante, c'est ok. Sa deuxième capacité, par contre, le fait de gagner un CP, on va beaucoup jouer avec les cartes tactiques. Et donc, si on gagne le point de commandement, le tour où on va défausser une carte, on sera un peu déçu. Et d'un autre côté, le tour où on fera nos 2 cartes tactiques, si on n'en gagne pas, c'est
probablement beaucoup trop aléatoire pour être considéré. Ok, et par exemple à 50 points, tu vois, si on se dit, ok, il me reste 50 points ou 55 points, est-ce que tu joues en éthéré, est-ce que tu vas chercher un piranha par exemple, tu vois ce que je veux dire? Non, bah non, évidemment, tu vas plutôt chercher un piranha. D'accord. Ok, on va ensuite parler de Darkstrider. Darkstrider, il est 10 points plus cher, il est à 60. Lui ne peut rejoindre que les cibleurs. Il va leur donner +1 pour être blessé. Et un petit peu comme la relique qu'on a vue tout à l'heure, lui va empêcher les unités d'arriver en renfort stratégique à 12 pouces, donc pas de l'unité qui la rejointe, mais de lui-même. Très bon ajout. Les cibleurs sont une unité. À première vue, on se dit, les cibleurs, ils sont là pour utiliser et abuser les règles de désignation. Mais non, ça fait beaucoup de dégâts, les cibleurs. Et un petit +1 pour blesser. Il crache pas dessus. Il est pas si cher. Du coup, la capacité à empêcher les renforts adverses d'arriver à 12, là, ça va plutôt être utilisé dans une logique offensive, c'est-à-dire qu'on va vraiment l'utiliser de manière agressive en ligne de front et bloquer les frappes en profondeur agressives de l'adversaire. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de le jouer en offensif, parce qu'on s'imaginait le jouer en attaque de flanc, tu vois ce que je veux dire, en force stratégique, arrivé à 6 pouces, ça te fait une belle bulle d'interdiction de 12, voire de 24, entre guillemets, de lui. On voit aussi qu'il est infiltrateur et éclaireur 7. Je rappelle en fait donc qu'il peut rentrer dans un pack de cibleurs, et je rappelle aussi que justement son unité peut, elle, être soit éclaireur, soit justement avoir des malus pour pouvoir être chargé, ainsi de suite. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y a un détachement qui nous octroie, quoi qu'il arrive, le fait d'avoir 2 unités qui vont pouvoir faire un mouvement préparti. Donc le but, c'est pas de proposer un tremplin à votre adversaire s'il y a une liste agressive de corps à corps, mais si jamais vous le mettez, entre guillemets, middle map, et que vous ne proposez pas de tremplin, vous pouvez complètement interdire aussi le centre du jeu. C'est très très appréciable. C'est vraiment une très très bonne option de jeu. C'est par exemple dans le détachement du Couillon, où il faut survivre jusqu'au 3e tour pour être efficace. C'est une unité qui va faire perdre énormément de temps à votre adversaire et donc a énormément de valeur. On va maintenant passer au niveau des 2 lignes de l'armée. On a d'un côté les équipes d'attaque, qu'on appelle en anglais les strike teams, et de l'autre côté on a les équipes de breachers qu'on appelle les breachers. On va avoir l'équipe d'attaque qui elle est à 80 points, les 10 puisqu'on ne peut plus justement les jouer, il n'y a aucune latitude justement sur les effectifs, là où les breachers vont être 20 points supplémentaires puisqu'ils vont être à 100 points. Par contre, il y a quand même 2 salles, 2 ambiances là, je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en penses? Dans quel cas tu joues les uns, dans quel cas tu joues les autres? Qu'est-ce qu'ils ont comme règle? Dis-nous tout. Alors, on est peut-être sur un des seuls problèmes d'équilibre interne du codex, qui quelque part est une bonne chose. Ils souffrent énormément de la comparaison avec leurs cousins, les breachers, qui leur sont vraiment, pour être honnête, supérieurs en tout point. L'arme de tir n'a rien à voir. Alors oui, le breacher doit s'approcher plus près pour tirer, mais il a une létalité qui est vraiment infiniment supérieure. Il est plus résistant parce qu'il va avoir accès au drone gardien, qui l'aura un peu plus compliqué à tuer au tir. Et cette différence se concrétise même jusque dans leur habilité, puisque l'équipe d'attaque, quand elle cible l'unité, elle lui mettra -1 pour toucher jusqu'au début de votre prochain tour, quand l'équipe de breacher, elle relance pour blesser contre ce qui est sur un objectif. Ouais, et en plus, l'un est tir rapide, l'autre est assaut, donc offre une latitude de jeu aussi pour les secondaires. On sort d'un véhicule, on advance, on peut quand même faire une action, là où les autres sont dans la pampa un petit peu comme des cons, dépendamment des détachements certes, mais en tout cas pour toi, les 20 points sont systématiquement justifiés, on va tout le temps vers les breachers. Les 20 points sont systématiquement justifiés, tous les jours on va vers les équipes de breachers. D'accord, on a vu aussi les 2 chaussons pour les fameux cadres Fireblade qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, pour toi, est-ce que tu les joues parfois en slip, c'est-à-dire 80 points ou 100 points, ou non? C'est vraiment, j'en joue 1, 2, 3 packs, à chaque fois il y a un cadre Fireblade. Non, les breachers sont vraiment une excellente unité. Bien sûr, ils sont beaucoup plus forts avec un cadre de feu à l'intérieur, mais ils sont aussi très autonomes et finalement capable de déployer beaucoup de contrôle d'objectifs très loin, très rapidement, tout en restant quand même assez létal, même sans les buffs monstrueux apportés par ce petit QG. Pour vous donner une idée d'à quel point les équipes de breachers sont monstrueuses, avec le vent dans le dos, en utilisant quelques CP, donc par exemple pour augmenter leur PA de 1 dans certains détachements, en utilisant le stratagème grenade, qui lui est générique, on va enlever jusque 10 points de vie à un Land Raider sous armure du mépris. D'accord, donc ok, on comprend que ça va tout sécher, aussi bien les véhicules que l'infanterie, du haut de leurs 2 tirs 3 avec un cadre Fireblade de force 6, PA-1, dégâts 1, et on rappelle bien évidemment, ce qui va complètement lisser la stat quand vous commencez à blesser potentiellement avec un +1 et ainsi de suite, c'est la relance de blessure quand vous ciblez une unité sur un objectif. Il n'y a vraiment aucun défaut dans leur létalité, c'est vraiment une des meilleures, si ce n'est la meilleure unité du codex. On ouvre un chapitre qui a fait couler de l'encre, qui a fait arrêter des gens de jouer aussi, il paraît, c'est eux. Vous avez vu, je les ai pas mis par plus que 3. Il y a eu un rework complètement trop bien, je trouve, de la part de Game Workshop, qui avait un petit peu cassé ce début de 10e édition avec les packs de 9 Crisis qui surchauffaient. Bref, oubliez tout ce que vous saviez sur les Crisis. On va laisser une chance à Game Workshop de nous conquérir grâce à cette unité, et ça marche d'ailleurs. Maintenant, en gros, vous allez avoir 3 unités différentes de Crisis.
Vous ne pouvez plus les jouer que par 3, donc énormément de garde-fous par rapport à la frustration qu'elles pouvaient amener avant. C'est trop bien écrit. Vous allez donc avoir 3 unités, vous allez avoir les Sunforge qui vont être la version anti-char à 170 points, avec une règle qui vous permet de relancer les jets de blessures et les jets de dégâts, puisque vous allez avoir des armes D6 quand vous ciblez les véhicules et les monstres. Vous allez avoir la version Fire Knight qui, elle, comme son nom l'indique, est un petit peu la version couteau suisse, entre guillemets, qui vous permet un petit peu de tout cibler et qui va être au coût intermédiaire de 150 points. Et vous allez avoir la version anti-infanterie à 130 points, qui vous permet tout simplement d'améliorer la PA à partir du moment où vous ciblez autre chose que les véhicules et les monstres. Qu'est-ce que tu penses donc de ces 3 unités complètement différentes? Dis-nous tout, lesquelles t'aimes, lesquelles tu trouves polyvalentes, que ce soit par rapport à l'écriture, que ce soit par rapport au méta, quel drone tu mets, est-ce que tu as des unités autonomes, est-ce que tu as des unités dans lesquelles tu veux mettre des personnages? On a ouvert un chapitre là. Je pense que c'est très bien qu'elle soit spécialisée et très efficace uniquement dans un seul rôle. Par exemple, les Sunforge, que ce soit pour tuer un Rhino ou un Land Raider, elles vont être extrêmement efficientes. Pour tuer de la masse, par contre, on repassera. Mais on a les Starsight, leurs copines, qui, elles, tuer un chat, elles en sont incapables. Par contre, sortir une bande de 20 boys, elles font ça tous les jours au petit-déj. Et ça, c'est vraiment sympa, parce que ça va encourager le fait de bien jouer et de prendre les bonnes décisions. On sera récompensé pour ça, et on sera puni si on ne le fait pas. Et ça, c'est vraiment un très bon axe de jeu, un très bon axe de développement. Ok. Est-ce que tu les joues indépendamment par 3 électrons libres? Est-ce que tu es quasi systématiquement pour aller chercher ces fameux paliers, même d'un Rhino? Ils ont quand même le syndrome de l'éradicateur, c'est-à-dire que même si elles sont autonomes pour relancer les jets de blessures et de dégâts, elles restent que force 9, par exemple. Après, ça fait 6 tirs. Mais en fait, c'est intéressant, on peut vraiment les comparer à des éradicateurs par rapport, en tout cas, à ça, même si elles ont plus de mobilité et plus de swag aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, est-ce que tu les joues de façon autonome ou pas? Est-ce que, par exemple, pas quand il y a infanterie, tu le vois bien sans commandeur, parce que le commandeur, tu préfères avoir un mec qui fait du gros tir à 2+. Bref, comment est-ce que tu les joues, les équipes? Non, on reste dans le Codexto, qui récompense énormément les synergies entre unités. Les personnages apportent énormément aux unités qui rejoignent, donc je pense qu'on les jouera rarement seuls. On aura généralement un commandeur qui viendra dans l'unité, qui apportera une optimisation, qui renforcera encore l'efficience dans un domaine donné, et ça, peu importe le détachement qui vous intéresse. D'accord, donc tu veux dire que toi aujourd'hui, par rapport à la ratio coût en points, elles deviennent excellentissimes dans le détachement dans lequel tu peux avoir les stratagèmes exo-armure, mais même 3, c'est jamais perdu en fait, finalement. Même dans une liste où tu vas plus jouer du Breacher ou un détachement Manka ou Koyon. Oui, non, c'est jamais perdu. Elles sont bien sûr un peu meilleures, je pense, dans le détachement qui bénéficie énormément à tous les types d'exo-armure, mais finalement, l'équilibrage interne du Codexto étant une vraie réussite, elles ont tout à fait leur place dans leur rôle donné dans absolument tous les détachements, y compris celui des croûtes. Ok, tu penses que toi, t'en joues plutôt 3, 6, 9, 18, autant qu'on veut, puisque pour le coup, en fait, on peut les jouer par 9, on peut faire 27 crises, en fait, dans une liste. Ça rentre, entre guillemets, en termes de coût en points, même si on décide que mettre que ça, mais ça offre des listes à thème. Moi, ce que j'aime, si tu veux, dans ce codex, c'est que, vous allez voir, il y a des trucs qui vont être très forts. Mais il y a aussi des trucs de se dire, ouais, sauf qu'un pack de 3, c'est 3 véhicules. Tu vois ce que je veux dire? Et combiné au fait qu'on va avoir envie de jouer plein de persos et ainsi de suite, c'est assez facile quand on joue un taux, on va jouer l'attrition bête et méchante, on joue en fixe, et à chaque fois que tu pètes une crisis, c'est 2 à 3 points de victoire, dépendamment de justement si on est en carte ou pas. Pareil pour les personnages. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça vraiment génial. Mais pour toi, ce qui est bien, c'est que ça ne polarise pas justement le tronc d'une armée. Non, absolument pas. À partir du moment où on décide de jouer des crises, de toute façon, on accepte le fait que si l'adversaire décide de mettre ses points de secondaire en tuant nos véhicules, il va le faire. De toute manière, dans le Codexto, il y a énormément de véhicules qui sont très efficaces dans leur rôle donné, qu'on a envie de jouer. On va donner les points. De toute façon, il faut être en paix avec ça, ça va se produire. Donc au final, qu'on ait 3 crises ou qu'on en ait 18, le résultat sera le même à la fin, donc autant se faire plaisir. D'accord. On va tourner la page et on va passer au niveau des exo-armures stealth. C'est marrant, tu parlais de l'équilibrage interne, notamment entre les strikes et les breachers. La unité, pareil, je trouve qu'il va un petit peu se détacher du lot. C'est les exo-armures stealth. Ils sont jouables à 3 à 60 points, à 6 à 120 points. Elles ont tout pour elles. Elles sont infiltrateurs, elles ont discrétion pour le bien suprême, bien évidemment, et observateur d'avant-garde qui fait que quand elles guident une unité, alors l'unité qui va pouvoir justement bénéficier de ce bonus va relancer les jets de 1 pour toucher et les jets de 1 pour blesser, en plus du plus 1 à la capacité de tir. Elles n'ont pas le mot-clé désignateur laser, mais elles ont un drone qui permet justement de l'avoir. Bref, comment tu les joues? Est-ce que pareil, c'est auto-include? Aiguille-nous. Elles sont parfaites. Elles sont vraiment parfaites. C'est la meilleure unité de guidage du codex. On en veut autant que possible, c'est-à-dire 3 unités. Elles sont mobiles, elles s'infiltrent, elles sont
assez solide parce qu'on reste sur un body de Marines qui a stealth, qui bénéficie souvent des stratas défensifs à notre disposition. Elles embarquent toujours un petit fuseur qui peut faire la blague à un moment donné. Non, c'est vraiment une unité qui est incroyable. Yes, comment tu l'équipes en termes de drone? Alors, tout le temps le drone de marquage, du coup, pour avoir ce fameux clé désignateur laser qui va nous permettre d'ignorer le couvert pour l'unité qu'on va guider. Et en plus, qui nous permettra d'utiliser nos capacités de désignation, même si on a avancé, vu qu'elles n'ont pas d'armes avec ce mot-clé de base. D'accord, avec le mot-clé assaut. Ok, donc finalement, toi, pareil, quand tu commences une liste, c'est toujours 3x3, 3x6, c'est beaucoup. Je rappelle, c'est marrant, tu as parlé justement d'unité d'infiltration. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'ère, en fait, de l'infiltration contre infiltration. C'est-à-dire que à partir du moment où on gagne le GD pour choisir sa zone de déploiement, en fait, avant, on s'en fichait. Quand on n'avait pas d'infiltration, on laissait l'autre choisir. Déjà, il choisissait le côté, mais à la limite, on est sur des tables qui sont plus ou moins géométriques. Mais surtout, en fait, il donnait des indications parce que c'était lui le premier à faire des pauses d'unité. Quand on a justement tous les deux de l'infiltration, au contraire, on choisit de gagner ce jet de dés et on s'infiltre en premier pour empêcher l'autre de s'infiltrer à 9 pouces de nous. Donc comment est-ce que tu les joues toi? T'en joues systématiquement 3x3 ou plus? 2x3, c'est sûr. Et en vérité, 3x3, elles seront jamais inutiles. Elles auront toujours quelque chose à faire. Elles ont les outils pour jouer leur rôle à la perfection. Elles ont vraiment aucun défaut. Donc oui, 3x3. Ensuite, autre unité, pareil, qui était très jouée et très abusée dans ce début de 10e édition, c'était la Koskil, qui elle était à 160 points. Donc on est sur un véhicule marcheur qui a le mot-clé vol, qui a une endurance de 8, 12 points de vie, qui est infiltrateur, agent solitaire et qui a discrétion. Le mec, on peut pas lui tirer dessus à plus de 12. Il a -1 pour être touché et il s'infiltre partout sur la table avec un châssis assez appréciable qui est surtout contrôle d'objectif 3. Et en plus de ça, il va avoir des petits drones furtifs qui fait que 2 fois par bataille, il peut transformer un dégât en 0. Est-ce que c'est toujours aussi bon? Est-ce que ça fait toujours aussi sens? Dis-nous tout. C'est toujours une bonne idée d'en jouer. C'est vraiment l'enquiquineuse par excellence. C'est notre petit Ctan à nous. Quoi que fasse l'adversaire, il peut toujours se retrouver dans une situation où il n'arrive pas à la tuer, où il est obligé d'envoyer trop de ressources pour la gérer. Et même s'il réussit, il s'est un peu trop avancé, donc il se retrouve à portée de notre capacité à riposter de manière optimisée. Ça nous permet d'avoir une unité qui est très très vite sur la carte à l'endroit où toutes nos unités n'ont pas accès pour faire du secondaire, pour prendre des lignes de vue intéressantes, pour bloquer les mouvements adverses. C'est très très polyvalente. C'est la version peut-être un peu plus assumée des stealths qui va vraiment mettre le nez dans l'adversaire, qui peut moins faire attention, plus prendre des risques, provoquer les erreurs adverses. Yes, 160 points. Par contre, c'est un coup. Au niveau d'une liste à 2000 points, qu'est-ce que tu mets pas quand tu la mets? Est-ce que tu joues systématiquement 2 x 3 stealth, comme tu nous l'as dit, plus elle? Est-ce que elle, ça veut dire ne pas jouer 2 unités, mais peut-être qu'une de stealth? Quels sont les choix à faire pour trouver ces 160 points? Alors, elle est plutôt en concurrence avec la Riptide. Elle va sacrifier une partie des dégâts pour gagner en mobilité et en options de jeu. Là, encore une fois, ça dépend du style que vous appréciez. Est-ce que vous voulez plus d'options de jeu? Est-ce que vous voulez plus de capacité à faire des dégâts de manière brute? C'est ça qui va conditionner le fait d'en jouer ou non. Après, encore une fois, on n'est pas teuteux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit infiltration, on se dit je la mets direct. En fait, on peut aussi les jouer de façon complètement défensive. Elle est agent solitaire. Hein. Donc de toute façon, elle est jamais au centre de map. Elle est à gauche, à droite, potentiellement au centre de map. Justement pour forcer, comme tu l'as dit l'autre, à faire de la géométrie pour rentrer dans les 12 et ainsi de suite. Ensuite, on va passer à l'équipe de cibleur qui, elle, vaut 90 points. Comme son nom l'indique, elle est donc là pour cibler, puisque nativement, elle a le mot-clé désignateur laser, c'est-à-dire que si c'est elle qui pointe, alors, quoi qu'il arrive, on ignorera le couvert en plus du bonus de +1 à la CT. Et aussi, dans cette notion, justement, de jouer les unités par paire, elle va avoir l'aptitude cible téléversée qui fait qu'une fois par tour, elle va pouvoir justement pointer 2 unités. Ça, c'est une désignation très agressive, très tôt dans la partie. Nos stealths, c'est une ressource qu'on va vouloir économiser, qu'on va vouloir utiliser toute la partie, donc on ne sera pas forcément très très agressif dans les premiers tours avec, mais on a quand même besoin de désignation. Ils sont là pour remplir ce rôle-là. Il ne faut pas hésiter à les jeter dans la tête de l'adversaire, prendre les lignes de vue intéressantes. Ils ne sont pas mauvais pour faire des dégâts. Une sorte de première vague en somme. Yes, puisqu'ils peuvent être équipés justement de 3 armes spé parmi lesquelles on va retrouver le fusil à ion. Donc une petite escouade comme ça, juste avec 3 modèles, ça fait quand même 9 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2. Hein. Ah ouais, ça fait pas rire. Ouais. Ouais. Moi je suis un Space Marine, je suis pas bien. Personnellement, j'en joue toujours une unité parce qu'on a toujours besoin de désignation très tôt dans la partie et l'unité est vraiment parfaite dans ce rôle-là. Alors, elle peut s'infiltrer si on choisit le drone, même si elle ne s'infiltre pas, on peut la mettre dans un Devilfish qui du coup va récupérer le mot-clé scout, donc se projeter très tôt, très vite chez l'adversaire.
bloquer ses mouvements, faire un secondaire. Voilà, ils sont là pour ça. C'est vraiment, ils sont là pour mourir les premiers. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipe, alors même s'il est tout seul, de tir furtif qui vaut 70 points pour une figurine seule, mais qui est une source d'infiltration, d'agent solitaire, qui est aussi discrétion, donc beaucoup de stacking de règles pour un petit monsieur à 70 points. Et il va avoir la petite règle ciblage précis qui fait que quand lui est guidé, il peut relancer ses jets de touche. C'est une des seules sources de précision du codex, et contraindre le placement des personnages adverses. Je dirais que c'est jamais une mauvaise chose, on est toujours content, ça oblige l'adversaire à une petite géométrie, du coup à pas avoir ses personnages forcément à l'endroit le plus optimisé pour lui. Ensuite, il est agent solitaire, il s'infiltre, encore une fois, on a toujours besoin de choses à poser sur nos objectifs qui vont y rester et qui sont assez pénibles à gérer. Il remplit plutôt bien ce rôle-là. À 70 points, tu trouves ok par rapport à la comparaison d'une équipe de strike que tu mettrais en backline, tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est ok? Pour moi, c'est ok. C'est intéressant en fait ce genre de positionnement, comme tu l'as dit, ça dépend des armées. C'est-à-dire que par exemple, quand on joue de la mech, on a énormément de ressources comme la sœur de bataille, une ressource à 70 points, on l'ajoute parce que de toute façon, il y a assez de PV sur table. Là où des armées un petit peu plus élites vont hésiter à aller chercher ce genre d'ajout parce que c'est 70 points dans le budget et qu'on va passer certains paliers. Pour toi, en taux, justement, il est ok? Ouais, pour moi, en taux, on a de la marge de manœuvre à ce niveau-là, il est carrément ok. D'accord. On va ensuite parler d'une autre unité excellente, même si la figurine est vieillissante, en tout cas avant refonte. C'est l'unité de Vespit. Elle vaut 65 points les 5 figurines. On est donc sur des petits socles qui vont pouvoir avoir la règle frappe en profondeur. Et étonnamment, ça fait partie des rares unités sacrifiables pour pouvoir justement faire ce genre d'action. Parce que même si beaucoup d'unités, on l'a déjà vu, on frappe en profondeur, on parle des crisis et ainsi de suite. Elles le font avec les mots-clés infanterie et ainsi de suite. Et à 65 points, même en létalité, elle déconne pas en fait, parce qu'à 65 points, balancer 10 patates de force 5, PA-2, dégâts 2, c'est le petit Space Marine en nous qui transpire. Hein. Il fait pas bon être un Space Marine contre le taux. Non, c'est pas bon. C'est pareil, est-ce que t'en joues tout le temps, quel que soit le détachement? Eux, ils ont frappe en profondeur et agilité aérobatique qui fait qu'ils peuvent justement repartir en réserve s'ils sont pas portés d'engagement, mais ils ont pas désignation laser, ils ont pas les règles des taux, puisque ce ne sont pas des taux. Alors, ils ont une habilité qui est assez unique dans le jeu, et qui est assez forte, surtout en taux. Leur capacité à repartir en réserve, c'est à la fin de notre phase de mouvement. Et comme je suis le joueur dont c'est le tour, je choisis l'ordre dans lequel se déroulent les actions qui ont lieu au même moment. Et à la fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qui se passe? Il y a potentiellement l'adversaire qui utilise un point de commandement et qui fait arriver une unité des réserves. Il y a une arrivée précipitée, c'est-à-dire on arrive avec soit renfort stratégique, soit frappe en profondeur, donc à 9 pouces de toute unité ennemie, blablabla. Donc ça te permet d'étendre justement cette sphère de 9 pouces et après de te barrer. Exactement, et donc de mettre dans le vent l'unité adverse. Yes, donc toi tu l'utilises pour ça, limite plus que pour les secondaires finalement. Exactement, c'est vraiment un rôle très niche, mais très précieux, unique dans le jeu, et quand on a une armée dont la létalité est principalement basée sur le tir, et avec un petit côté un peu glace canon, c'est un outil indispensable. D'accord, donc c'est pareil, c'est systématiquement impact, quelle que soit la liste, parce que c'est ce qui va te permettre de te protéger un petit peu? Complètement. Minimum impact. On va faire une parenthèse chez les croûtes, il nous reste à voir tous les véhicules chez les taux et ainsi de suite, mais là on va se focaliser justement sur eux en suivant l'ordre justement du codex. D'un côté, on va avoir par exemple le Pister Croûte qui va permettre de, à partir du moment où une unité ennemie arrive à 9 pouces de nous, de bouger de D6. On va avoir le Mentor de guerre qui lui va être un petit peu comme un capitaine Space Marine Croûte, qui va permettre l'utilisation d'un stratagème à 0 PC. Et on va aussi avoir le Dépeceur qui lui va ajouter de la létalité, en tout cas de la saturation, puisqu'il va donner touche soutenue plus, on va dire, des petits insensibles à la douleur, des petits bonus sur le côté. Avant ça, et pour commencer le gameplay croûte, déjà, est-ce que gameplay croûte veut dire obligatoirement détachement croûte? Est-ce que finalement ça veut dire du monofaction? Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le positionnement du croûte au sein de la vie d'un taux? Je dirais que la vie d'un croûte au sein de l'armée taux, c'est plutôt dans son propre détachement. Concrètement, il a un rôle de gardien de but, éventuellement, parce qu'il rend les objectifs sticky, c'est-à-dire qu'on les garde sous notre contrôle même s'il n'y a pas d'unité dessus, une fois qu'une unité croûte a commencé un tour dessus. Ils peuvent avoir un rôle d'avant-garde aussi, via leur capacité d'infiltration, via leur capacité de mouvement scout, etc. Mais on a des unités qui vont débloquer plus tard des synergies, qui vont pouvoir faire des dégâts significatifs dans le même rôle. D'accord. Donc en gros, tu veux dire limite que Game Workshop a trop bien fait l'exercice de donner une vraie identité aux croûtes et qu'en fait, ils jouent entre eux. Oui, ils jouent entre eux.
D'accord. C'est intéressant en fait de voir justement ça avec ce détachement. Avant on utilisait les croûtes pour faire des cordons, on disait ça. Là la qualité d'écriture fait que c'est complètement viable et c'est ça qui est top. Hein. Vous allez voir le coup en point et ainsi de suite. On va vraiment développer un gameplay Swarm, un gameplay de géométrie qui va proposer des choses à son adversaire et au début il va un peu se moquer et très vite il va avoir entre guillemets l'ongle sous la gorge du croûte. Et non mais c'est intéressant en fait, c'est assez bluffant en fait. La qualité d'écriture fait que ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est tellement bien écrit que finalement ça se joue un petit peu en monofaction. C'est ça qui est assez rigolo. Maintenant, pour parler un petit peu justement de ces trois personnages, comment est-ce que tu les vois évoluer? Est-ce qu'ils sont bien costés? Est-ce qu'intrinsèquement, le problème des croûtes, c'est qu'il va y avoir trop de PV, donc peut-être trop de personnages, mais il va falloir aller chercher si t'as pas de précision, tu vas potentiellement t'engluer dedans. Comment est-ce que tu vois justement ces trois personnages? Alors, celui qui augmente un peu la vitalité de notre escouade avec les touches soutenues est peut-être un peu en deçà des deux autres parce que concrètement, on a des unités très spécialisées pour faire des dégâts du côté croûte. C'est pas les petits bonus apportés par ce personnage qui vont changer grand-chose. Finalement, on préfère nos unités spécialisées dans ce rôle-là. En revanche, les deux autres, ils apportent des options de jeu, hein, le fait de pouvoir rebouger quand l'adversaire s'approche, le fait de pouvoir redéployer des unités en sachant si on commence ou pas, c'est extrêmement fort, ça fait tourner en bourrique l'adversaire et on va les jouer. Ensuite, on va découvrir une pépite. Et là, pour le coup, je vais te reposer la question, est-ce qu'on n'a pas envie de l'intégrer chez les taux? Parce qu'il il est super intéressant. Ça va être, alors en français, c'est le Solilance Croûte. Il vaut que 90 points. On est sur une figurine montée. Donc attention, il n'est pas infanterie. C'est son seul défaut. Qui bouge de 12 avec 6 points de vie endurance 5. Une sauvegarde à 5, certes. OC 2. Mais surtout, il bouge de 12. Il est agent solitaire, éclaireur 7, et de base, il a discrétion -1 pour être touché. Il a deux règles. La première, c'est qu'à partir du moment où, justement, en fait, il a touché un ennemi, tous les croûtes à côté vont pouvoir relancer le jet de touche. Ça, à la limite, ok, il a été ciblé par un croûte, mais surtout, une fois qu'il a tiré, il peut rebouger de 6. Donc, on est sur une figurine qui a un javelot qui est assaut. On est donc sur une figurine qui bouge de 12. Avec Advance, donc 12 plus D6 et qui rebouge de 6. On est sur un mec OC2 avec une arme d'assaut qui peut bouger jusqu'à 24. À 90 points. C'est une figurine qui, à elle toute seule, peut endosser la responsabilité de marquer une bonne partie de votre scoring de secondaire. Elle est assez compliquée à gérer pour votre adversaire, puisqu'elle ne peut la cibler que s'il vient à moins de 12. Elle est extrêmement mobile. Vraiment une petite pépite. Yes, alors moi j'ai cette question pour toi, parce qu'en fait, en gros, si jamais on la joue que dans une armée taux, bon, en fait, au sein d'une espèce en termes de géométrie, vous allez surtout voir en fait des lignes qui vont avancer comme ça dans votre armée, qui vont rip-up et ainsi de suite. Et dans une armée croûte, je trouve pas ça choquant d'avoir une gélule, un socle gélule, qui est capable de bouger jusqu'à 24, d'aller faire les angles, d'aller faire tout ça. Quid de son intégration dans une armée taux qui n'a pas besoin de ça, parce qu'elle a déjà des sources d'agents solitaires, elle a déjà des sources d'infiltration, mais finalement, moi qui la trouve vraiment pétée, parce que c'est une unité qui, je trouve, fait trop de choses. Tu vois ce que je veux dire par rapport à potentiellement, alors sa létalité, mais son socle gélule qui va faire du move block d'LT1, elle a quand même un nombre de PV, elle a 5 PV, qui fait que même en tirant un tête d'alerte, c'est pas facile de la bloquer, tu vois pas ce que je veux dire. Mais est-ce que tu l'intègres dans une listo? Elle est tellement forte, il y a tellement une surcharge de règles de protection, de mobilité sur cette unité, que oui, elle peut carrément avoir sa place dans une unité taux. C'est vraiment pas déconnant de la prendre à la place d'autres choses dans une armée majoritairement taux pour s'occuper de son scoring de secondaire. Elle est très efficace, très mobile, et il n'y a aucune autre unité qui la fait rougir. Le seul petit bémol, c'est le manque de synergie avec le reste de l'armée. Et au final, elle est tellement efficace dans son rôle de nous rapporter des points, et tellement difficile à gérer pour l'adversaire, que son choix peut complètement se justifier. Et dans un détachement croûte, là j'en parle même pas, c'est vraiment auto-include. Ouais, c'est par 1, par 2, même par 3. En fait, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez faire un angle du champ de bataille, les quarts de table, finalement, même si jamais l'adversaire la tue derrière, déjà vous avez pu ce qu'on appelle faire du move block, puisqu'en fait, en gros, tout ce qui n'est pas infanterie passe pas à travers les murs, vous êtes sur un socle gélule, et donc finalement, vous rajoutez les 1 pouce de portée d'engagement, vous bloquez, on va dire, les couloirs d'entre-ruines qu'on retrouve soit sur les patrons de table Game Workshop, soit sur ceux de WTC. Vous avez exposé que 90 points ou 180 points pour marquer 2-4 points de victoire, voire plus. Donc franchement, c'est vrai qu'elle est quand même excellente celle-là. Ensuite, on va passer donc au choix de ligne quand on joue le détachement croûte, mais sinon non. Donc sur les carnivores croûte, on est à 75 points les 10 et on peut les jouer de 10 à 20. Tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, ils vont avoir deux excellentes règles. La première, c'est éclaireur 7. On est sur une unité qui bouge de 7, donc dès le T1, vous avez fait 14 pouces potentiellement. Ça vous permet notamment d'aller faire interdire la zone, d'aller faire justement une action au centre du champ de bataille quasiment à tous les tours en envoyant ce genre de ressources. Et aussi, ils ont discrétion, donc -1 pour être touché, en plus de l'excellent
excellente règle qu'on appelle sticky objectif, ici qui s'appelle maîtrise du terrain. On le rappelle, à Warhammer 40 000, vous prenez un objectif à la fin d'une phase ou d'un tour, mais vous ne débloquez ce fameux bouton d'objectif que à votre phase de commandement, si jamais vous le contrôlez à ce moment-là. Bref, beaucoup de très belles choses dessus. Est-ce qu'il y a quand même des synergies qui font qu'on peut faire un peu mal, ou finalement on va vraiment être que sur du swarm quand on décide de jouer un détachement croûte? On peut faire un peu mal à un Gretchin. Beau duel. Beau duel. Non, on a quelques stratagèmes, on peut augmenter notre PA de 1 au corps à corps, on peut relancer pour toucher via la solilance, on peut être touche soutenue 1 avec le bon personnage, mais concrètement, ça reste très anecdotique. On est plutôt là pour engluer l'adversaire, le travailler à l'usure, parce qu'on va être beaucoup plus que lui, mais faire des dégâts significatifs à un instant T, on en est plutôt incapable avec des croûtes de base. Mais, on verra plus tard, on a des outils pour ça. On va enchaîner en effet avec les cavaliers croûtes, on peut les jouer par 1, 2 ou 3. Ce qui est bien, c'est qu'on est qu'à 35 points le modèle, donc si on a envie de les jouer 2 x 1 pour mettre dans les angles du champ de bataille, bref, c'est un châssis qui est comme endurance 6. On est monté, mais on est sur un châssis un peu typé infanterie d'élite. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? On est sur une des rares sources de létalité au tir des croûtes. Qu'est-ce que tu penses de cette unité par 1, 2, 3 au sein des mêmes unités, par 1, 2, 3 unités? Dis-nous tout. Même au sein du détachement croûte, on trouvera en taux un équivalent plus efficace, voire même moins cher au final. Pour l'attrition. Pour l'attrition. Non, on est vraiment sur une unité pour les puristes, ceux qui jouent la glande. Parce que on est quand même sur du tir qui est un petit peu efficace. On a quasiment que cette option si on décide de jouer full croûte. Et c'est toujours nécessaire d'être capable de faire des dégâts à l'adversaire à une certaine distance. D'accord. Si maintenant on parle justement des saccageurs croûte, qui eux sont à 110 points les 3, 220 points les 6. Par contre, c'est un peu différent. Là, on est quand même sur 5 points de vie, endurance 6. On met des petites patates au corps à corps de force 6, PA-1, dégâts 2. Ou alors de force 4, PA-1, dégâts 1, mais qui ont plus 1 pour blesser si on a chargé. Qu'est-ce que t'en penses? Vraie unité. Si on veut jouer full croûte, ils sont indispensables. On peut même réfléchir au 18. C'est quand même une puissance de frappe qui est non négligeable, qui saute assez vite au visage de l'adversaire. Il n'y a aucune unité dans le jeu qui aime prendre une douche de mortel, et c'est ce qu'ils font, et ils le font même plutôt bien. Ils sont assez robustes, mine de rien, et c'est une des rares sources, avec Farsight, de contre-clause viables dans le codex, et ça peut justifier de les inclure dans n'importe quelle armée et n'importe quel détachement. Même avec le mot-clé monté qui ferait que justement tu galérais peut-être un petit peu à les placer pour faire de la contre-charge ou ce genre de choses? Même avec le mot-clé monté. Ok, donc en tout cas c'est bien, encore une fois j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais des cavaliers Croutox, c'est qu'en fait c'est une unité pour les puristes, c'est-à-dire que c'est uniquement viable dans les listes à thème, sinon vous aurez mieux chez les taux. Là c'est cool en fait d'avoir des unités là-dessus. Là tu as parlé de les jouer un petit peu en contre-clause, est-ce que 110 points les 3 c'est bien, ou est-ce que 220 points les 6, mais pour une unité de contre-clause ça devient cher? Non, ça devient cher. Par 3 c'est bien, des fois il y a des petites unités qui traînent chez nous, on n'a pas forcément les tirs pour les gérer, ou une petite unité au centre du champ de bataille, on n'a pas forcément envie d'exposer une unité qui a de la valeur chez nous pour la gérer, et d'envoyer ça, cette petite unité sacrifiable qui va nous permettre de gérer une petite ressource adverse, c'est appréciable. Ok, on va enchaîner ensuite avec les chiens croûte, tu vois, là pour le coup, eux je les kiffe, même en taux. Alors ils ont toujours joué le rôle en fait de cordon, c'est-à-dire d'unité ce qu'on appelle screenable, pour pouvoir justement protéger le fait que votre adversaire va être bloqué, puisqu'il va s'empaler dessus, les tuer certes, mais au moins ça lui permet d'être au centre de table, de contrôler un petit peu ses mouvements et ainsi de suite. Là on est donc sur 5 chiens à 40 points, ou 10 chiens à 80 points, avec la règle de base discrétion, donc -1 pour être touché au tir. Il y a des armées qui vont pas s'en remettre quand même, hein. Je peux te dire que la NEC ou toutes ces unités qui touchent à 4, franchement elles galèrent quand même quand tu les mets à 5, et surtout un mouvement préparti de 7, donc mine 2, quand tu bouges de 12 et que t'as le tour 1 et que t'as bougé de 19, t'es un homme heureux quand même, enfin t'es un chien heureux. Ouais, complètement, vraiment pas cher, extrêmement mobile. C'est une unité qui est en vérité très 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 pratique, notamment pour engluer des unités d'élite avec peu d'attaque. Quand on est un taux, on n'aime vraiment pas se faire attraper au corps à corps, et tout ce qui ne désengage pas, on va prendre par exemple un grand maître cuirassé Némésis, ça a 5 attaques. Ça reroll pas pour toucher, ça reroll pas pour blesser. Le moindre jet de touche raté, le moindre jet pour blesser raté, il reste un chien de croûte à la fin du combat. Le grand maître, il reste engagé, il ira pas fracasser nos broadsides. Non mais c'est vrai, hein, ouais. Et on va terminer ce chapitre croûte
Petit bisou au porteur de la coufle chez nous, avec justement les Exorodeurs Croûte. C'est l'unité Kill Team, c'est très bien qu'il l'ait intégré au niveau du jeu et ainsi de suite. On est néanmoins à 85 points les 12, avec aucune latitude de jeu. Je rappelle qu'ils ont le mot-clé grenade quand même, donc en fait il y a quand même des petits tricks à faire. Et ils vont avoir quelques petits mécanismes de jeu qui fait qu'au début de la bataille, ils vont pouvoir choisir une unité ennemie et avoir touche fatale et précision dessus. Est-ce que tu aimes les jouer ou est-ce qu'à 85 points, il y a mieux à côté? Enfin, vas-y, dis-nous tout. Non, clairement, à 85 points, ils sont en concurrence directe avec les cibleurs qui sont à 90 pour jouer un rôle similaire. Et en plus, ils ne synergisent pas avec le reste de l'armée tau. Donc on les réservera probablement aux armées 100% croûte, où là, ils ont un vrai rôle à jouer. On ferme ce chapitre croûte, on retourne du côté des taux, on va se focaliser sur les véhicules légers en attaquant avec les piranhas qu'on peut jouer par 1, 2, 3 au sein d'une même escouade. On n'est qu'à 55 points le piranha, ça bouge de 14, ça a 7 points de vie, endurance 7, sauvegarde à 4 et c'est surtout contrôle d'objectif 2. Tout comme un rhino. Derrière, ils vont quand même avoir la règle qui fait qu'à la fin de la phase de mouvement, on va choisir une unité ennemie à 12 pouces d'aile et elle va devoir faire un test d'ébranlement. Ça mange pas de pain, mais ça sauve des vies. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais quand même te le dire, moi je sais que j'ai toujours gueulé contre cette unité parce que je trouve, mais c'est un peu le cas de cette 10e édition, que le ratio coût-point de vie de ce genre de véhicule n'est pas assez cher. Après, encore une fois, il faut voir dans quelle armée c'est mis. Mais là, 55 points, les 7 PV, tu sais qu'en plus, c'est un palier chiant. Parce que même sur un 6 de canon laser, il te restera un PV, donc blablabla. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. Et j'ai toujours trouvé ça trop fort. Certes, ça fait pas de dégâts, mais ça a une belle empreinte au sol, ça prend des objectifs, ça deny des objectifs, ça bouge très vite. Certes, c'est des véhicules, et dans une armée tau, tu vas certainement donner justement pour l'instant l'objectif secondaire des véhicules. Mais bref, qu'est-ce que tu penses de ces piranhas? Avec, comme tu viens de le dire, le rapport coût-efficacité, il est vraiment monstrueux. 55 points pour ça, c'est donné, que ce soit par 1 pour aller accomplir vos objectifs secondaires, provoquer une réaction adverse en mettant juste un petit bout du museau sur un objectif en disant si tu veux le récupérer, faut que tu fasses quelque chose. Moi j'ai juste mis mon piranha et tu peux pas le tuer avec n'importe quoi parce que c'est assez résistant. Mine de rien. Tu sais que même là, tu m'énerves. Là, tu me casses les couilles. Et attends, j'ai pas fini. Ou par 3, vraiment, ils ont un mouvement scout qui est assez impressionnant. Ils bougent de 14. En monte-cas, ils peuvent bénéficier de la règle assaut, du coup. Donc, ils peuvent vraiment, par 3, se projeter chez l'adversaire de manière quasiment inesquivable, prendre une ligne de vue sur une cible juteuse, mettre 3 coups de fuseur, envoyer 6 missiles trackers et menacer finalement à peu près n'importe quelle unité du jeu de manière assez significative. Et même une fois que tu as fait ça, c'est 165 points et c'est 21 points de vie endurance 7 à gérer. Et donc si ça rate et si ça meurt, c'est même pas si grave. Tu m'énerves. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Donc finalement, leur seul défaut, c'est ce mot-clé véhicule. Donc finalement, soit vous donnez à votre adversaire les 20 points de secondaire et vous pouvez les spam au-delà, soit au contraire, vous allez jouer sur cette limite de lui dire finalement, il n'y a que 16 points, il va peut-être pas aller chercher, tu vois ce que je veux dire, de tuer les véhicules et les monstres. Ok, on va maintenant passer à une ancienne pépite de cette armée qui était justement les broadside. On les avait un petit peu moins vus justement au début de 10e édition. Là, on voit un rework qui a été appliqué dessus. On est vraiment sur, alors j'allais dire de l'infanterie d'élite, mais non, puisqu'ils ont le mot-clé véhicule, donc ils vont, en plus dans ce que je viens de dire par rapport à ces fameux paliers de bringing down, en tout cas de secondaire à 20 points. Là, on est sur un véhicule qui bouge de 5, qui a 8 points de vie, endurance 6, contrôle d'objectif 2, on est à 110 points le bonhomme. Donc on est quand même à 330 points les 3. T'as commencé à nous en parler tout à l'heure, mais dans le bon détachement, avec un mouvement pré-parti de 6, avec des armes d'assaut qui peuvent justement d'LT1 pour un stratagème bouger de 6 auto, t'es sur du Folland en fait. Et c'est ça, et puis t'es tanky, tu fais beaucoup de choses quand même pour 330 points. Bref, comment tu les joues finalement? Est-ce que tu restes en ray gun? Est-ce qu'aujourd'hui t'as envie de mettre plein de tirs de SMF, de missiles? Vas-y, dis-nous tous sur cette unité. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien les jouer en nacelle de missiles pour la polyvalence que ça offre. On est un peu comme les équipes de brècheurs, mais sans avoir besoin de mettre le nez dans l'adversaire pour faire des dégâts. On est extrêmement polyvalent, on est capable de menacer n'importe quelle cible. Pour couvrir un couloir de tir où on sait qu'elles n'auront pas trop besoin de bouger, ça reste une des pointures du codex, même si un peu cher. Un peu cher quand même? Un peu cher quand même. Pour illustrer un petit peu leur létalité ou quoi, alors vas-y, pourquoi le plein de missiles? Qu'est-ce que ça fait en fait comme unité? C'est-à-dire que quelqu'un qui a pas envie de faire les stats, il doit s'attendre à quoi quand il voit que le mec en pose 3? Il doit s'attendre à une trentaine de tirs de force 7, PA-1, dégâts 2, dont la moitié seront jumelés, qui vont ignorer le couvert, qui seront potentiellement tir létal, qui vont potentiellement relancer pour toucher.
Donc, encore une fois, une létalité polyvalente, capable de faire des dégâts à n'importe quoi, même un Land Raider, il est pas serein. Et maintenant, on va passer pareil à une unité iconique de cette armée, c'est la Riptide, donc l'exo-armure Riptide. Elle a fait du yo-yo depuis ce début de 10e édition. Finalement, elle n'a pas changé entre l'index et le codex. Elle était à plus de 200 points, elle est descendue à 160 et quelques. Là, Game Workshop s'est arrêté à 180 pour cette unité. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu la joues? Est-ce que tu la joues? D'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, tu as comparé la Ghostkill à elle. Vas-y, dis-nous tout. Je pense qu'on a besoin de la jouer en taux. Elle excelle un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est sur une unité qui est quand même significativement résistante, peut-être qu'on est plus résistant dans le codex au final, qui est quand même significativement mobile, qui a une capacité à faire des dégâts qui est extrêmement forte. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin des Riptides dans les listes d'armées taux. C'est une figurine déjà qui est excessivement résistante, peut-être la figurine la plus tanky du codex, qui est aussi relativement mobile, qui a une capacité à faire des dégâts qui est très intéressante et assez unique, puisqu'elle est dégâts 4, et les figurines à 3 points de vie avec un insensible à la douleur, il y en a beaucoup dans le jeu aujourd'hui, et au final, elle a une capacité de contrôle de 4, et elle est très très forte pour jouer cette deuxième vague d'unités qu'on va envoyer sur les objets, après que la première ait provoqué une réaction adverse et soit morte. Tu la joues équipée comment, d'ailleurs, soit au niveau de sa grosse arme, peut-être au niveau de ses drones? C'est quoi tes recommandations? Canon à ion, parce que le dégât 4, c'est la vie. Et 2 drones lance-missiles, toujours. On maximise les dégâts. Et en ce qui concerne l'arme de tourelle, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Les systèmes de missiles autodirecteurs pour aller gratter quelques petits points de vie sur les figurines qui se cachent, c'est une bonne idée. Un fuseur pour fiabiliser l'anti-char lourd, c'est très bien aussi. Ou un petit plasma pour ajouter de l'anti-élite, aucun mauvais choix. D'accord. On va enchaîner ensuite avec un vrai char cette fois-ci. Alors lui aussi des véhicules, mais il n'est pas marcheur. On va parler donc du Hammerhead. Lui aussi m'avait fait couiner. Là pour le coup, on n'est pas cher puisqu'on est à 130 points. Il est encore baissé en points entre la V9 et la V10. Je rappelle que donc, il est équipé bien évidemment de l'iconique canon rail d'Eto, donc de 1 tir qui touche sur du 4, de force 20, PA-5, dégâts, D6 plus 6. Mais vous inquiétez pas, il a quand même le moyen d'être fiabilisé puisque certes il touche à 4, mais c'est un taux, mais surtout en fait il va avoir plus 1 pour toucher quand il cible un monstre ou un véhicule. Je rappelle que le ciblage c'est plus 1 la capacité de tir. Donc potentiellement il a plus 2 tout le temps et donc en fait il va toucher à 2+, et si ça ne suffisait pas, il va en plus de ça pouvoir relancer un jet de touche ou un jet de blessure quand il cible une unité. Une arme anti-char, léger ou lourd, extrêmement fiable, avec ses 2 missiles trackers, un petit CP reroll si jamais on en a besoin. On est quasiment assuré de tuer n'importe quel char qui n'est pas un char lourd dans le jeu. C'est un outil qui est très très appréciable de ce point de vue-là, et surtout qui est vraiment pas cher. Ouais, alors justement par rapport à ça, encore une fois, on paye pas très cher l'endurance dans le jeu et ainsi de suite. Enfin, putain, on n'arrête pas de parler, je lui dis putain, alors 160 points à la Riptide, ok, c'est une putain d'enclume qui en plus peut faire un petit peu de damage, dégâts 4, lui 130 points, enfin, on va avoir beaucoup de ressources. Et alors Hammerhead auto-include ou pas, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le mets? Est-ce qu'il est dans tous les détachements? Auto-include non, parce que le codex, encore une fois, est très bien écrit et qu'on a plusieurs unités qui peuvent jouer un rôle similaire et le faire tout aussi bien. Et concrètement, c'est plus une question de style de jeu que de réelle efficacité. Mais oui, il a tout à fait sa place dans n'importe quel type de liste. D'accord, si on demande d'opposition avec l'autre version du kit, qui est le Skyrek, qui lui est plus cher parce qu'il est à 140 points, qu'est-ce que tu peux me dire? Donc là, je rappelle, vous êtes sur une unité qui va pouvoir relancer les jets de touche quand elle cible d'unité qui a le mot-clé vol, et en plus de ça, elle va pouvoir faire tirer en fait des missiles trackers à tous les tours au nombre de 3. Il y a une différence d'utilité dans le sens où le Hammerhead, on est plus sur un one-shot. Dans le premier tour, il va tirer avec son canon rail, ultra fiabilisé, il va envoyer ses 2 missiles trackers, il est quasiment sûr de tuer, et ensuite il fera plus qu'un seul tir qui est un peu aléatoire. Là où le Skyray, lui, c'est 3 tirs tout le temps, ils sont extrêmement fiables, et donc ça va lisser sa performance sur toute la partie. Il va être efficace, stable, vous le savez, contrairement au Hammerhead, lui, qui va être un peu plus hasardeux. Donc les deux sont bien, et jouer un de chaque, c'est vraiment une très bonne chose, c'est ce que je fais personnellement, j'ai jamais été déçu. Et en fait, finalement, c'est le Hammerhead que tu sacrifies, quitte à devoir mettre une unité au centre de table, bloquer une bulle, et ainsi de suite. Par contre, lui, il reste en backline. Exactement. Ok. Ensuite, on va parler sans doute d'un des meilleurs transports du jeu de Warhammer 40 000, qui est le Devilfish. Lui, il est à 85 points, et je peux vous dire que tous les joueurs de l'Imperium
sont jaloux, clairement, parce qu'on est à 85 points pour une figurine qui tank mieux qu'un Rhino, qui bouge mieux qu'un Rhino, et qui en plus de ça a une règle de déploiement rapide qui fait que les unités peuvent débarquer de ce transport après qu'elle ait avancé. Je rappelle qu'aujourd'hui Warhammer 40 000, mes moyens mémotechniques c'est très simple. En gros, une figurine qui débarque d'un transport est considérée comme ayant fait le même mouvement que lui. Et à part certains, vous ne pouvez pas charger après avoir débarqué, sauf si vous avez une rampe de lancement, comme par exemple le Land Raider. Là, vous avez une règle qui est similaire à celui de l'Impulsor, qui fait qu'en fait, même quand celui-ci a Advance, vous pouvez débarquer et faire un mouvement normal derrière et réagir. C'est excessivement fort. Ouais, celui-là, tout le monde nous l'envie. C'est la dernière pièce du puzzle qui rend les équipes de Breacher accompagnées d'un cadre de feu monstrueuse, parce qu'on va être en capacité de les amener n'importe où, n'importe quand. Et rien n'est à l'abri des dégâts qu'ils peuvent faire. Il faut juste se rendre compte du truc, c'est-à-dire que là, vous êtes sur un véhicule qui va bouger de 12 plus D6, on va dire que vous allez faire à peu près 16 pouces, vous allez débarquer à 3 pouces, vous allez donc faire 19 pouces de mouvement, et après vous allez pouvoir tirer. C'est excessivement fort. Qu'est-ce que tu peux me dire? Donc aussi, tu as des synergies, j'imagine, en Koyon? En mon cas. J'imagine que vous avez des synergies en Monka. Exactement. Si vous vous rappelez bien, on a parlé d'une optimisation qui permet de donner un mouvement scout à 2 unités. Ça marche sur le Devilfish avec l'équipe de Breacher à l'intérieur et ça agrandit sa portée de mort à plus de 20 pouces, ce qui est vraiment beaucoup. C'est très très fort. Enfin, faut se rendre compte en fait du fait que par exemple, si jamais vous êtes mis en déploiement un peu 24 heures du Mans, ça fait partie des rares synergies qui fait que même si jamais vous jouez en carte tactique et que vous avez volé l'objectif adverse pour 8 points, bah, vous avez un pack qui est au C20 qui peut le faire en fait tel T1. Donc vous avez quand même beaucoup de choses à faire avec, en plus d'aller chercher des angles de champ de vision. Et finalement, même en termes d'échange de ressources, ton véhicule, bah, l'autre va avoir autre chose à faire que le gérer, il va pouvoir charger, il va pouvoir faire plein de choses. Et finalement, le combo Breacher, cadre Fireblade et transport, il a combien? Et tout ça pour seulement 235 points. Yes, alors c'est intéressant. Donc ce fameux Kinder Surprise, on va appeler ça comme ça, avec le Devilfish, les Breacher et le bon personnage dedans. Tu le joues dans tous les détachements finalement? Oui, on le joue dans tous les détachements. Il y en a certains qui en profitent plus que d'autres, notamment le Monka ou le Koyon. Mais ce sera toujours efficace parce que ça n'a pas spécialement besoin de synergie pour fonctionner. Ça rend juste le combo monstrueux. Ok, on va enchaîner ensuite avec les volants, et beaucoup de choses à dire, c'est assez intéressant. Depuis ce début de 10e édition, on disait que les aérodymes, c'est le nom des aéronefs, justement étaient morts parce qu'ils étaient contrôle d'objectif 0, ils faisaient pas certains des objectifs secondaires et ainsi de suite, et finalement, il n'y a que après quelques itérations de Game Workshop en diminuant leur coût en points, qu'on les prend juste pour leur attrition, pour leurs règles. Les Dark Angel, ils en ont un qui empêche un désengagement de façon automatique. Les Space Marine, alors c'est un petit peu changé depuis la dernière Data Slate, ils avaient le Storm Raven qui faisait juste un volume de tir qui était complètement fou par rapport à son ratio coût en points. Donc même si le contrôle d'objectif 0, t'aimais l'avoir. Quid des taux? Puisque là, on va découvrir le Razor Shark et le Sun Shark. On a le Razor Shark à 170 et le Sun Shark à 160. Donc, est-ce que tu as envie de les jouer ou est-ce que non, malheureusement, ils vont rester dans la vitrine un petit peu de temps? Ils souffrent un peu de tous les garde-fous qui ont été posés par Games pour limiter les abus sur les avions. Et en plus de ça, de la comparaison avec les autres chars taux. Ils ont le même rôle, sauf qu'eux, ils commencent qu'à jouer au 2e tour. Yes, je rappelle, ils ne sont pas stationnaires, donc ils doivent mettre en renfort et ils arriveraient justement à la fin de la phase de mouvement du tour 2. Donc ils ont cet avantage d'arriver en frappe en profondeur, donc de pouvoir parfois prendre des lignes de vue intéressantes, mais ils sont quand même un peu cher pour cette option de jeu au final. On va faire un petit détour maintenant et on va parler des super lourds. On vous parlera un petit peu de Forge World tout à l'heure et on va le faire maintenant parce qu'en fait, en gros, il y a 2 super lourds chez les taux. On a la Storm Surge qui est directement dans le livre et on a le Tonard à 790 points. On va ouvrir le chapitre Tonard tout à l'heure après avoir ouvert celui des Stompa. On est dans cette ère-là, de toute façon. Qu'est-ce que tu me dis sur la Storm Surge? Moi, tout ce que je vois, 400 points, 20 points de vie, endurance 11, 2+, 4+, OC6. Quand tu vois le reste de l'armée, tu te dis c'est pas déconnant parce qu'en fait, en gros, tu vas mettre tellement de choses à côté que gère-le maintenant. Ouais, non, vraie unité, elle a une puissance de feu qui fait pas rigoler. Moi, je sais pas vous, mais le dégât 12, ça me fait peur. Même si j'ai une invue. On parlera du Tonard, dégât 16. Non, très polyvalente, aussi bonne en anti-infanterie qu'en anti-char lourd, qu'en anti-élite. Il faut la sortir, mine de rien. Elle est assez résistante. Dans certains détachements, elle a accès à des stratagèmes qui la rendent encore plus difficile
à tomber, dans d'autres, un surplus de mobilité. Non, carrément jouable, il n'y a pas à rougir de la Storm Surge. Plein de choses sympas à faire avec. Yes, je rappelle aussi maintenant que la règle titanesque, en tout cas towering en anglais, a changé, puisque en fait maintenant à partir du moment où vous mettez un doigt de pied sur un décor, en fait vous voyez à travers. Vous êtes vu, mais vous voyez à travers. Et aujourd'hui, en tout cas, on voit dépendamment des patrons de table dans lesquels on va jouer, mais que ce soit WTC ou même ceux de Game Workshop, à partir du moment où vous avez mis un doigt de pied sur le décor central de la table, tu vois quand même en général deux objectifs. Bah, quand c'est ça qui voit deux objectifs, t'es pas content. Hein. Non, enfin, l'un des deux est content, mais l'autre non, quoi. Ça dépend de quel côté de la table tu te trouves. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as testé? Est-ce que tu mets des choses? Il te reste 1600 points à côté et t'as quand même une vraie liste d'armées à côté? Alors, je l'ai joué une fois. Bon, on se rend compte assez vite que, par exemple, pour le même prix, on peut avoir 3 Armored. Donc, en termes d'optimisation et de compétitivité pure, elle va pas souvent voir la table de jeu si vraiment on veut pousser si vraiment on veut pousser le list building dans ses retranchements. Non. En revanche, on gagne un tournoi avec tous les jours. D'accord, ça c'est vachement intéressant, hein. Très bien. Et alors justement, pour parler du tonard, le tonard 790 points, une mix de tir et surtout en fait de l'attitude de jeu longue comme le bras, du dégât 16, flat, donc c'est le Land Raider, tu le prends, je l'ai blessé, tu le sors. Qu'est-ce que tu penses du tonard? Un peu dans la même veine de la Storm Surge, c'est une figurine qui peut voir la table de jeu, et ça c'est sacrément cool parce que c'est des belles figues qu'on aime sortir. Alors petit potentiel de frustration pour l'adversaire parce que ça reste, ou pour vous finalement parce que ça reste énormément de points dans une figurine qui tire très forte. Des fois on va la perdre sur un petit coup du sort, ou inversement elle va rester en vie alors qu'elle aurait dû mourir. Donc c'est beaucoup de points, beaucoup de puissance de feu qui peut faire énormément de dégâts. Mais c'est des figurines incroyables, ça fait toujours plaisir de les voir sur la table. Elle est jouable, on peut gagner un tournoi avec, et ça, c'est vraiment chouette. On a fait le tour de ce qu'il y a dans le livre, on a commencé à faire un petit écart chez Forge World avec le tonard. Là, il nous reste à voir, bon, la Manta, 2100 points, c'est réservé à Apocalypse. On peut pas vraiment émettre de critiques là-dessus, parce que c'est comme des super lourdes de l'Imperium, c'est juste c'est plus du plaisir de modélisme, et c'est toujours justifiable, parce que c'est dans cette optique-là qu'on le joue en Apocalypse. Par contre, derrière, on a quand même le Tiger Shark à 315 points, dans sa version XA, ou alors à 275 points. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ceux qui n'arrivent pas à mettre assez de canons rail dans leur liste après avoir mis 3 Hammerhead. Si on en veut plus, c'est la seule solution. Donc ils vont partager le défaut des avions dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire qu'ils commencent à jouer au deuxième tour. Ils n'ont pas un mais 2 canons rail par modèle, c'est aussi ça qui fait que c'est rigolo. Pour des coups en points quand même assez significatifs, une résistance qui n'est pas forcément à la hauteur. Donc on a ce petit avantage d'arriver en frappe en profondeur, donc on peut prendre des lignes de vue intéressantes. On bénéficie de l'ancienne règle du towering quand même. Mais c'est des figurines qui finalement brillent plus par ce qu'elles apportent en termes de plaisir de jeu que par leur efficacité réelle sur la table. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on gagnera des tournois avec, mais dans une optique de list building pure, on les exclura parce que c'est mieux de mettre plus de chars différents, ou en tout cas pas tous les œufs dans le même panier, de diviser justement sur différents paniers. Mais en tout cas, leur coût en points, même si c'est cher parce que ça reste du Forge World, en fait, le taux où ça arrive, ça sort le char. Donc, à 315 points, ça a fait le travail. Et il y a plein d'armées pour qui c'est pas le cas. Donc là, pour le coup, c'est assez intéressant. Ça va nous permettre aussi, justement, d'arriver à la conclusion de ce codex taux. Moi, je suis vraiment surpris par la qualité d'écriture de la part de Game Workshop. Encore une fois, fort, pas fort. On est sur des armées un peu monophases. Donc, en fait, c'est évident qu'il y aura des frustrations sur certaines parties. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le troisième joueur, c'est la notion de décor. Il va falloir se mettre d'accord quand on fait des décors avec un partenaire de jeu, quand on est en amical, parce qu'il va falloir que les deux prennent du plaisir. Donc faut pas casser la géométrie du taux, mais il faut aussi que l'autre puisse un minimum respirer et aller se placer par rapport à ça. Et en compétitif, de toute façon, on a les layout games avec 8 terrains ou les layout WTC avec 12, qui fait que de toute façon, c'est géré par des gens plus compétents que nous. Donc pour le coup, on va dire que dans un méta Game Workshop et WTC, je trouve que le taux, il n'a pas de défaut d'écriture, quoi. Il va pas être frustrant. Moi, j'ai plus de mal avec, on va dire, des unités coût pas cher. On a parlé des piranhas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des problèmes avec ce genre d'unités où tu dois mettre des 400-500 points pour sortir des unités à 250 points. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me pose problème. Mais sinon, tout le reste, en fait, tu te rends compte que ça crée peu de frustration parce que ça tombe. Et c'est ça qui est cool. Ouais, non, carrément. Ce codex, c'est vraiment un bijou d'écriture. Chaque détachement met en valeur un style de jeu, des figurines vraiment chouettes qu'on a envie de mettre sur la table. Et il y a cet équilibrage interne qui est vraiment une merveille et qui va être envié, je pense, par beaucoup d'autres armées. Parce qu'aujourd'hui, je construis ma liste, je me dis, j'aimerais bien être capable de tuer un Land Raider, et j'ai 3-4 options viables qui sont pas déconnantes
Et à partir de là, le taf, il est fait, c'est que du plaisir. Le codex est vraiment incroyable. Yes, et en plus de ça, le fait qu'ils aient ajouté pas mal de latitude de jeu où un détachement te donne juste assaut. Ça veut dire juste dire que tu vas pouvoir jouer des secondaires, ce que tu faisais pas forcément avant, t'auras pas forcément peur. Ben, t'as aussi des itérations de désengagement tir. Donc en fait, tu vas même pouvoir faire des erreurs, ça va être un peu permissif sans pour autant être frustrant, on va dire, pour l'adversaire. Ce qui est intéressant quand on s'attaque justement sur une armée, c'est est-ce qu'il est jouable tous les jours et est-ce qu'il est jouable dans un seul gameplay avec une seule liste. C'est-à-dire qu'il y a des armées qui sont nulles, mais qui vont avoir une seule liste qui va marcher, et cette liste est tellement forte qu'elle va faire partie des 8 meilleures listes potentielles de toutes les armées confondues. Toi, aujourd'hui, le taux, tu le mets où? Plutôt dans une bonne position, que ce soit en solo ou en équipe, et pour rebondir sur ce que je viens de dire, de plusieurs manières différentes. Les listes taux ne se ressembleront pas. Ça, c'est cool, hein. Ouais. Entre deux détachements, ne serait-ce qu'un Koyon Monka ou même un détachement exo-armure, c'est top. Après, à voir aussi au niveau du croûte, est-ce qu'on va pas rentrer dans une forme de glitch potentiel, tu sais, avec juste un nombre de PV trop conséquent, un petit peu vraiment ce qu'on appelle le swarm, et aujourd'hui on voit certains mécanismes comme ça, où par exemple c'est un détachement qui a été boudé chez le tyrannide, mais on se rend compte finalement que de jouer 60 gargouilles et 120 gaunt, bah ça marche, c'est pas fun, mais ça fonctionne, et donc en fait ça donne un nouvel ADN, en fait, un second souffle en fait à ce genre d'armée. Ouais, et c'est ce qui fait partie aussi de la richesse et de l'intérêt de ce codex, c'est qu'il y a encore plein de choses à trouver, et on va trouver des nouvelles façons de jouer pendant toute la durée de cette édition, sans aucun doute. Ouais, franchement, c'est trop cool. Un grand merci à toi, Moya, justement, d'être venu présenter cette armée-là. Il faut savoir que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2015, et après 200 bornes de moto, et depuis, j'étais arrivé avec des Eldar complètement pétés, et première game, on se rencontre, il jouait Tau Eldar, mais mal avait le cul. C'était stylé de ouf. Donc merci vraiment beaucoup à toi d'être venu nous parler de ton armée de cœur, c'était trop cool. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus. Les Wargamers. Ah, c'est moi qui dis tout. Ah bah tu dis tout. Ça c'est tout, il faut que la moitié des choses, il faut que je la fasse de tir.